Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher, formateur des Jardins de la Valette. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast issu d'une visio, parce qu'il faut savoir que chaque mois, on se retrouve sur Le Cercle, donc c'est lecercle.lesjardinslavalette.com, et là, on fait une visio, une discussion, en fait, c'est une discussion libre avec différents maraîchers, généralement des maraîchers qui pratiquent le bio-intensif de près, de loin, mais on n'est pas fermé, peu importe. Donc tu peux aussi, toi aussi, venir et participer à notre visio. C'est tous les mois que ça se passe. Cette visio, donc, ce podcast, il va être aussi disponible en MP3 que tu peux retrouver sur le cercle si tu veux l'écouter plus tranquillement. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue et puis surtout une bonne écoute. Donc là, on est parti pour 2 heures et un peu plus de discussion autour du maraîchage. À très bientôt et bonne écoute. Eh bien, c'est parti. Qui c'est qui a envie de commencer, Isabelle? À toi l'honneur. Eh ben, Si tu as une je- question, quelque chose, si tu veux, comme tu le sens. alors moi c'est pour la programmation des cultures quoi. C'est un petit peu Ouais, difficile pour moi, ok. mais mais je vais m'y faire. C'est au niveau du planning, tu veux dire que c'est Du un peu planning, difficile? ouais ouais, parce que j'ai pas, je suis pas complètement dans le bain là. Je me forme en fait pour l'avenir et Ouais, du coup c'est pas tout n'est pas concret. ouais. Du Voilà. coup, tu as suivi la formation, tu as vu le planning. Tu utilises un logiciel de Mais planification non non, ou pour l'instant rien. pour l'instant rien? Ouais. Pour l'instant, rien, je suis pas encore installée, je suis pas encore, déclarée, enfin voilà, Ouais, je ouais. fais les démarches à l'avance. Ouais, beh, de toute façon, c'est bien, ça se fait par étapes. C'est sûr que le planning, c'est un point crucial une fois qu'on est lancé en maraîchage, J'ai surtout bien sur petite compris, oui, surface. oui. C'est clair. Après, tu as des démarches en amont à faire d'installation. C'est Heu, ça. mmh, il y a quand même quelque chose, tu vois, dans la formation, il y a ce planning que j'ai donné là et parfois, moi, je trouve que quand on ne sait pas trop par où commencer, ben, on peut juste le copier, tout simplement. Mmh mh. Tu vois, juste le dimensionner pour sa ferme. Par exemple, tu vois, moi, c'est de mémoire, c'est un planning pour 60 000 € je crois, de chiffre d'affaires. C'est Donc ça. ça va correspondre à un UTH et demi. Tu vois chez toi, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que c'est un plein temps? Est-ce que vous êtes plusieurs? Et cetera. Et puis, tu vois, garder ça en tête et se dire: «OK, ben voilà, je prends ce planning, je fais ça». Et puis, de toute façon, il faut bien comprendre qu'un planning, il va se personnaliser, au fur et à mesure et le plus important dans le planning, c'est de bien noter tous les ans ce qui va se passer. Donc tu vois, toi, tu es Mmh. pas encore en lancement, Non. tu as pas lancé tes cultures, donc moi, je t'invite à juste faire un copier-coller du planning qui existe déjà, heu, l'adapter un petit peu si tu vois des trucs, des cultures que tu as pas envie de faire ou que tu as envie de faire. Mais déjà, tu as une grosse trame, on va Mmh. dire à 80 de bonnes pour toi et puis dans tous les cas, les 20 ça sera que de l'expérience terrain que tu vas C'est ça, récupérer, c'est ça. Mmh mh. que tu vas récupérer. Tu es dans quelle région? Parce que non plus, il y a pas des grosses En différences Bretagne. entre les en Bretagne, ouais. Bon, ben tu vas être un peu plus précoce donc voilà, au pire, tu auras des Ah. légumes plus tôt que moi, en Ah Aveyron oui? donc Mmh mh. beh, ouais, parce que nous, on est enfin, ça dépend de la Bretagne, je connais pas bien mais moi, je suis quand même en altitude, à 450 mètres d'altitude, tu vois? Beh, cette nuit, demain, ils annoncent du -1, -2, Mmh. donc et ça, c'est vraiment à la marge, en fait, dans le planning, les débuts et les fins de culture, même si ça va décaler chez toi, l'important, c'est plutôt l'organisation et ça y est déjà dans le planning, tu vois? Heu, D'accord, oui, oui, non, mais la je suis très admirative de la ton travail, hein. J'en profite pour non, glisser une oui, petite, mais merci. Oui, mais c'est vraiment oui, oui, donc je vois bien comment je peux ouais, l'appliquer, je peux prendre ce qui oui. est et puis, C'est ça et ce qui est pas mal dans ce planning-là, c'est aussi la proportionnalité, quelque chose qu'on a du mal au départ quand on se lance. Se dire: «OK, je fais combien de planches de tomates et combien de planches c'est ça. d'aubergines et Mmh combien mh. de planches de courgettes?» Tu vois, cette proportionnalité et ça, tu l'as aussi dans le planning et ça, c'est quelque chose aussi à respecter, même si tu fais moins. C'est quelque chose qui est important d'après moi, ouais, à garder, D'accord. voilà, au moins au démarrage et puis après tu vas un petit peu, adapter, mais dis-toi bien que ton planning, il va changer tous les ans, au moins pendant 5 ans.
Mmh. Ça, c'est normal. Voilà, moi, après, ça fait 15 ans maintenant. Oui, il bouge très peu. Il est à 95% chaque année, quoi. Mais ça prend du temps. Mais au début, Non, ça non, moi bouge, j'ai c'est pas normal. peur de ça, oui. Mmh. Ouais, Mmh. Très bien, merci. avec plaisir. Tu veux aborder un autre point ou un Non, peu plus non, tard? franchement, je suis à l'écoute, des problèmes des Ok, autres, du coup, comme ça va ça va m'aider, je pense. ça marche. Bah, bienvenue aux autres personnes qui viennent d'arriver. On continue peut-être avec toi, Graine de joie, Ouais, c'est Emric. Mon prénom, c'est Emric. Emric. Aymeric. Je vois Voilà. juste le nom, c'est pour ça de la faire. Et ouais, ouais. Et parce que du coup, on est un GAEC et du coup, on est à Ça plusieurs marche. sur la formation. Ok. Déjà, voilà, bah, c'est ma première visio. Isabelle, la démarche que tu as là, c'est la bonne, de le faire avant de t'installer, la Ah, c'est formation gentil, de merci. Sylvain. Parce que nous, on est installés depuis 2021. Ok. On a fait des erreurs. Ah, On a fait des problèmes notamment de standardisation. On est parti sur des formats, pas sur le dimensionnement des planches, tout ça, mais plus sur l'irrigation, sur les bâches tissées, tout ça. On a fait des erreurs de standardisation. Hmm. Et du coup, ça fait acheter des choses pour rien. Donc voilà, c'est une bonne démarche à faire. Donc moi, ma question, ce sera sur les tunnels F1, Ouais. vu que c'est la première année où on l'utilise et que du coup, c'est vraiment quelque chose qui nous a parlé, parce que moi aussi, je suis dans le sud Aveyron. Ok. Enfin, je suis pas dans, voilà, je suis dans le sud Aveyron, Je comprends. En pas Aveyron. dans, voilà, pas dans l'ouest. Ouais. Et du coup, nous aussi, on va prendre -1 cette nuit. Et du coup, le tunnel F1, Hmm. c'est vraiment une belle chose. Et Ouais. par contre, du coup, le souci, c'est plus sur l'irrigation par rapport au Oui. tunnel F1. Parce que du coup, on a monté sous nos bâches tissées, du coup, des gouttes à gouttes. Ouais. Sous Des les gouttes bâches à tissées, ouais. ça, sous les bâches tissées. Et Ouais. en fait, le moment où on plante notre motte, Oui. au moment de la plantation elle-même, on arrose. Donc, micro-aspersion, on arrose énormément. Et Oui. après, on met le tunnel F1. Et Oui. en fait, on va dire s'il fait plutôt gris sur les premières semaines, ça se passe plutôt bien. Mais dès que ça cogne fort le soleil, le goutte à goutte suffit pas à aller irriguer la motte. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'avais pas prévu et qu'on n'en parle pas dans la formation. Voilà. Donc j'aurais Vous aimé avez eu savoir. du coup, vous avez eu des problèmes de reprise sous les tunnels F1? Et du coup, on a eu des séchages de motte. Ouais. On a eu des dégâts, ouais. Ouais. C'est sûr que ça, c'est vrai dans toute culture, au démarrage, pendant les, je sais pas, les 10 premiers jours. Moi, c'est vrai que pendant les 10 premiers jours d'une plantation, j'ai envie de te dire que quelle qu'elle soit, euh, j'aime bien être à l'aspersion. Après, c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend aussi de la saison. Mais comme tu l'as dit, s'il fait gris, ben, tu n'auras pas besoin de ça. S'il fait chaud, ben oui. Euh, Peut-être que si tu plantes sous tunnel F1, même au mois de janvier, je ne sais pas quand est-ce que tu as planté, tu vois. Moi, généralement, c'est utilisé au mois de janvier. Euh, il ne fait pas forcément très chaud, mais ils peuvent quand même faire soleil. Mais la solution, c'est peut-être juste d'attendre avant de les monter. Tu vois, si vraiment tu sens qu'il y a une semaine où il fait chaud, juste les trois premiers jours, tu vois, pour maintenir à l'aspersion. Mais généralement, de janvier à mars, c'est quand même pas trop séchant. Euh, Moi, je fais vraiment un gros plein du sol. C'est Mm. clair, avant de monter mes tunnels, donc tu parles de micro-aspersion, mais c'est pareil à l'aspersion. Bien faire gaffe que mes mottes soient aussi humides, parce que ça, c'est sûr qu'une motte, qui est pas déjà humide à la plantation, mais ça peut poser problème. Voilà, de prendre le temps de les tremper s'il faut avant de planter. Il y a ça. Je voulais rajouter un autre élément aussi. La motte, bon, ça dépend des cultures, mais c'est vrai que j'aime bien les enterrer aussi un petit peu pour être sûr qu'elles soient en contact aussi avec la terre, quoi. Ouais. Je m'amuse pas à poser les mottes, mais je pense pas que tu fasses ça dans le sud Aveyron, parce que c'est quand même un peu froid et un peu risqué de faire ça. Non, non, on les pose pas les mottes. Et puis, ce que je remarque, c'est qu'au final, si on plante dans les premières couches qui sont plus riches en compost, et Mmh. ben, du coup, on peut avoir un effet qui est plus séchant que plutôt plus en profondeur, quoi. Ouais. Voilà. Alors, tu me parles de compost en surface, c'est-à-dire que vous le broyez pas, enfin, vous le mélangez, vous passez pas l'air rotative, Non, on passe pas de vous herse plantez dans, rotative. Et en fait, vous plantez dans le compost.
Non, non, on plante pas dans le compost. En fait, on mélange au microculteur. On utilise du microculteur. Ok. Voilà. Parce Donc, que ça, c'est vrai que la couche de compost en surface, quand c'est trop épais, ça aussi, c'est une problématique. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. ok. Moi, je travaille avec le BCS et la herse rotative. Mhm. Et c'est vrai que je passe toujours ma herse rotative après avoir mis le compost pour cet effet aussi qui est trop séchant, sauf pour mes semis de carottes qui me permet d'avoir euh, un peu moins d'enherbement, même si j'ai les faux semis et le thermique. C'est vrai que de laisser la couche de compost en surface pour le semis de carottes, ça va aussi aider. Mais là, sur le semis de carottes, moi, je suis hyper vigilant aussi à l'aspersion. D'accord. Donc voilà. Donc ton conseil, c'est plutôt de laisser ouvert les premiers temps, parce que Ben, si, voilà. ouais, si tu vois que la semaine elle est belle et que tu as planté de la motte et que tu as peur d'une mauvaise reprise, parce que de toute façon, Mhm. il est clair que si ça reprend pas bien, enfin, si la motte est sèche, ça va pas bien reprendre et derrière, la Mhm. culture, elle va patiner, voire pas pousser, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Mais du coup, ouais, Ça vous est arrivé sur quelle culture? là, on a planté. Bon, on a des cultures un peu spéciales, hein, parce qu'on fait des plantes un peu bizarres, hein. Mais c'était sur de l'agastache, donc on va dire de la menthe, quoi. Ok. Mais ça, vous avez planté ça quand? On les a plantés en février, pile dans la Ok. semaine où il faisait super beau et qu'on avait Ouais. vraiment un beau printemps précoce. Ouais. Donc, du coup, on a vraiment bien arrosé la motte, bien trempé. Et à l'arrosage, c'était vraiment détrempé. Du coup, ça s'est bien Ok. passé pendant 3-4 jours. Pendant 3-4 jours, c'est bien passé jusqu'à ce que ça sèche parce qu'on a eu vraiment, sous le tunnel F1, c'est vraiment monté fort en température, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été obligé Ouvert. d'arroser du coup à travers le tunnel. Ok. Mais Ouais. c'est peut-être pas la meilleure solution, mais Ouais. on voulait pas le lever. On voulait Ok. pas le lever pour une question de temps, et du coup, on a mis Hmm. l'arrosoir dans les trous du tunnel à fin. Ok. Ouais. Mais bon, Ouais. Mais ouais. il n'y a pas Des de fois, il solution. faut. Ouais. Ouais. Mais pour sauver une culture, des fois. Ok. Voilà. Mais ouais, c'est un truc à faire gaffe. Sous les tunnels F1, mais c'est quelque chose à faire gaffe de manière générale. De toute façon, l'irrigation des plants, lorsqu'on lance des plants. Et c'est vrai que il y a des fois, on se fait avoir, même en février ou en mars, où ouais, ça peut monter chaud. Quoi. C'est ça. Parce que nous, on a installé du coup l'aspersion intégrale Mm. pour ça, justement pour pouvoir maintenir une humidité ambiante et la Ouais, microaspersion à la plantation. ouais, Et du coup, ben, sur les tunnels F1, ça fait rien, et quoi. oui. Ouais. Ah ben non, non, c'est du plastique. C'est Voilà. ça. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Ok. Ouais. Ben, merci pour le retour d'expérience. De toute façon, voilà, et rien n'est parfait. Il faut toujours s'adapter à chaque petite situation. Mais, Et c'est le seul qui pose problème dans le système de micro-aspersion et aspersion intégrale. mm, C'est le seul qui fonctionne pas avec ce système-là, parce que en fait, dans la formation, il y a un itinéraire à la plantation, c'est aspersion pendant une semaine, mm, mm, mm. voire 10 jours. Et ben, pour Ouais. le coup, là, il n'est pas possible ce Ouais, réflexe-là. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'après, ouais, t'es mal tombé. Moi, ça m'est jamais arrivé ça parce que ben, j'ai dû souvent bien tomber, tu vois. Je fais quand même des Mhm. plantations plus tôt en janvier Ok. et on n'a jamais vraiment des gros pics de chaleur. S'il faut, ça va jamais te re-arriver de toute ta vie de maraîcher, tu vois. Et ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu une semaine de février où il a fait très chaud. Mm. Voilà. Après, la micro-aspersion, ouais, tu peux pas les mettre sous chaque tunnel denté, ça serait trop chronophage, elle va être bloquée dessous. Enfin, Ouais. ça serait un peu galère, quoi. Ok. Mais si tu, ouais, je pense que la solution, ça peut être ça, c'est juste attendre un petit peu avant de les monter, quitte à mettre un filet par-dessus, tu vois, climatique, de Ouais. protection pendant le temps que ça reprend, avant de monter tes tunnels, quoi. Ok. Par exemple, moi, j'ai fait ça, je me rappelle, il y a 3 ans, par exemple, sur de la carotte, sur du Mhm. semis de carotte aussi, où c'est vrai que si tu veux faire un semis de carotte sous tunnel F1 au mois de janvier, parfois ça peut être compliqué de maintenir l'humidité et ça peut être judicieux justement de poser un filet climatique le temps qu'elle lève et ensuite de monter le Mhm. tunnel F1 par-dessus. Ok. D'accord. C'est des petites subtilités à peut-être à rajouter ouais, pour les tunnels F1. Voilà. Si je peux me permettre quelque Ouais, chose sur la carotte, il y a une autre manière aussi de faire, hein, pour les semis de carottes précoces, que ce soit sous serre ou à l'extérieur, c'est la bâche d'ensilage.
Ça fonctionne très bien, même avec des lits de compost. Moi, ça fait donc 6 ans que j'en fais et je n'ai quasiment, je pense, jamais loupé. Ça fonctionne jusqu'à une certaine époque, hein, jusqu'au mois d'avril. Après, il faut se calmer parce que ça crame tout, ça peut faire 0 levée. Mais Ouais. vraiment, vous arrosez 3 heures, même avec un lit de compost de 5 boîtes de compost, comme peut faire Sylvain, en surface. Vous arrosez 3 heures, vous mettez une bâche, l'humidité, elle reste, elle peut rester jusqu'à 10 jours. Il faut juste checker que ça sèche pas. Vous débâchez, vous réarrosez pendant 3 heures, vous rebâchez, parce que des fois, les semis de janvier, ça peut mettre plus de 20 jours à lever. Et ça fait et faux semis souvent, et ça lève très propre. Et du coup, et après, une fois que c'est fini, hop, vous montez vos tunnels à la fin, j'imagine. Enfin, moi, j'en ai pas. Et ça peut régler. Il n'y a pas, en tout cas, la bâche d'ensilage permet de ne pas s'embêter à arroser de manière régulière. Ça peut se faire en 2-3 coups, tout dépend de la vitesse de la levée, et c'est vraiment propre. Et c'est pas que c'est pas loupable, mais si on est un peu vigilant, ça se fait quand même très bien, quoi. C'est une technique que j'entends, que j'ai déjà entendu plusieurs fois, que j'ai déjà essayé aussi. Il faut tester, ça dépend des lieux. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de déboires avec cette technique-là, où ça laissait le temps aux rongeurs de venir et ça me levait mes semis. Et du coup, j'avais quand même des levées de semis qui étaient moins belles que lorsque je mets mon aspersion, tu vois. Bon, en janvier, février, j'ai pas besoin de beaucoup arroser, hein. Tu vois, là, j'ai fait des semis sous serre. J'ai fait 2 aspersions en 10 jours et voilà, c'est levé. Mais ouais, t'es pas le seul à utiliser cette technique de bâche. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est des choses à essayer. Mais ouais, faire gaffe aux rongeurs, parce que moi, j'utilise beaucoup de bâches tout le temps. Hein, j'en ai partout. Mais c'est vrai que, ou alors, je suis mal tombé la fois où j'ai utilisé ça. Mais il m'avait fait plein de galeries et donc je me retrouvais avec une levée vraiment hétérogène, quoi. Bah, oui, après, comme tu dis, hein, ça peut arriver, ça dépend des terrains. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et Ouais, je me suis rendu compte une année, ça doit être l'année 2, en gros, voilà, dès que ça dépasse 20 degrés dehors, c'est une technique très dangereuse parce que je pense qu'on ok, met de l'eau et ça peut bouillonner dessous. Et du coup, ça ouais, peut faire vraiment des levées. Enfin, je pense que ça crame les graines. ouais. Mais vraiment, sinon, moi, octobre, du coup, c'est début novembre, janvier, mars, et peut-être jusqu'à avril, mais je fais un peu gaffe. Je fais toujours ça et bon, du coup, j'ai pas eu ce déboire-là. Le seul Ok. coup, ça a pu être une levée et plutôt je me suis fait manger par des limaces et j'ai mis du fer à Mm. molle trop tard. Mais sinon, justement, je trouve que ça permet de faire un, même si on a des fois en retard, un semi-faux semi, parce que souvent, Ouais, je mets les graines qui germent 4-5 jours avant. Et bien souvent, sûr. elles sont à l'état elles ont 2 centimètres de tige et au moment où les graines de carottes sortent, et du coup, ça en enlève quand même pas mal. Et moi, j'ai Mhm. pas eu ce là, mais moi, ça dépend des terrains après, hein, c'est toujours ça. Ouais, non, mais en tout cas, c'est quelque chose c'est un bon outil, la bâche d'ensilage pour le semis de carottes aussi, c'est clair. Est-ce que graine de, pardon, Aymeric, Aymeric, pas Xavier. Euh, j'ai j'ai d'autres questions, mais je vais laisser la parole à tout le monde. ok. Ben, si tu veux continuer, je sais pas ton prénom, Bouteiller? Oui, Mais Florian. pardon, Florian. Florian. Oui, carrément. Du coup, moi, j'aurais quelques petites questions. Donc là, donc, je suis installé depuis 6 ans, mais j'avoue que là, depuis 2 ans, j'ai décidé de copier-coller ton système pour arrêter de me Ok. prendre la tête. Donc moi, j'ai démarré en MSV, bref, vraiment tout à la main, etc. J'étais très satisfait, mais voilà, pour, pour, une- pour faciliter la transmission à des salariés, je trouve que quand même le système bio-intensif qui m'a inspiré depuis le début est quand même plus efficace. Mm. Et du coup, je change mon irrigation enfin, pour la deuxième fois. Et je copie-colle ce que tu as fait dehors. Ok. Et je me demandais un peu si tu avais déjà un avis, un retour sur ce que tu avais fait. Et, donc moi, en fait, c'est le copie-collage, c'est donc d'avoir un départ devant chaque ligne où je peux mettre de la micro-aspersion, des gouttes à gouttes en 2 lignes, et je fais exactement ce que tu fais, l'irrigation plein champ, enterré. Enfin, c'est ce que je compte faire. Là, j'ai acheté le matos, mais Ouais. et grosso modo, je voulais savoir un peu, il y a un truc qui m'étonne, c'est le piquet métal. Je compte enterrer mon réseau. Est-ce que le piquet métal est vraiment nécessaire en plus sur chaque canne alu? Ça me paraît être un truc en Ah, plus. pour maintenir ta canne à lu? Ouais, oui. Ça dépend. Non, si tu l'enterres une partie, ça va tenir, hein.
Ah oui, ça m'étonnait, je me disais. Ouais, Oui, bah, je compte ouais. l'enterrer je vais louer une trancheuse et faire à 30 centimètres et le passer Oui, ben, dedans, quoi. si tu as 30 centimètres d'intérêt, c'est vrai que tu as pas besoin d'un piquet métal qui te tienne en plus ta canne à lui, ouais. OK. Et je voulais savoir un Heu, peu comment oui, ouais, et ça, c'est en tout cas, c'est le retour, que j'ai, c'est ça. Parce que moi, j'ai commencé avec des cannes plastiques et ça, c'est l'erreur, vraiment, il faut partir sur de la canne alu, heu et pareil, je sais pas ce que tu as pris comme longueur, je crois que c'est 70 ou 1 mètre. bah, Heu, je t'ai posé la question justement sur le forum, tu m'as répondu et du coup j'ai mis 1 mètre, j'ai pris le bah, top. oui, parce que, justement, voilà, si c'était toi, parce que justement, si tu Ouais. enterres 30 centimètres, ouais, tu auras et puis tu as une meilleure, uniformité, je trouve, quand elles sont un peu plus hautes et donc à 70, ça sera bien, ouais, ça sera mieux. Si je, Et je si voulais je savoir comment tu gérais le vent avec ça, parce que du coup j'ai pris des sectorisables, mais moi avant, pour t'expliquer vite fait mon système, j'avais copié sur le gars chez qui j'avais bossé. J'avais une Mmh. rampe qui pouvait distribuer à gauche et à droite, et j'avais un tuyau jaune avec de 10 mètres, on va dire, avec un traîneau, une canne Ouais, pareil en galva et un asperceur. Et ça, je pouvais le déplacer sur 20 mètres. Du coup, en fonction du vent, je pouvais vraiment m'adapter. Et là, je me dis, même si c'est des trucs sectorisables avec le vent, si ça se trouve, j'ai un gros vent du nord, enfin, les trucs à 90 degrés, ça va rentrer, tu les déplaces, quand tu non, sais qu'il y a un vent du nord ou un vent du sud pendant une semaine, tu t'embêtes non, non, je m'embête pas. non. De toute façon, il y a aucun système, fiable quand il y a beaucoup de vent, hein. Mais là, quand même, tu auras, quand même tout ton jardin qui sera couvert lorsque tu vas arroser, même si tu as du vent. Parce que Ouais, ok. parce que tu vas quand même avoir ceux qui sont opposés au vent qui vont envoyer plus loin, ceux qui sont contre le vent qui vont envoyer moins loin. Et moi, j'ai toujours quand même une couverture intégrale, mais c'est clair que quand il y a du vent, j'ai peut-être un décalage, j'ai peut-être 7 millimètres ou 6 d'un côté et 10 ou 11 millimètres de l'autre côté, alors que normalement, j'ai 10 partout. Ça, c'est clair que quand il y a du vent, ça peut faire ça, mais tu n'auras pas de zone sèche et c'est ça qui est quand même plutôt intéressant. Ok. Mais non, tu déplaces pas. Ouais. Moi, je déplace, c'est enterré, ça bouge Que pas. j'ai vu que c'était assez facile au final de rebouger le secteur, et je me dis quand il y a des grands vents pendant 10 jours du nord, bah, tu peux un peu augmenter le. Bref, Oui, mais ouais, ok. ouais, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que, non, c'est pas quelque chose que je fais. Ouais. Non, ça passe, ça passe. Et Mm, j'ai mm, une ou deux autres questions concernant l'irrigation. J'ai notamment l'irrigation sous filet anti-insectes, enfin sous filet, ce que vous appelez filet climat. Sous ouais, serre, par exemple, en ce moment, là, on a du filet climat de partout. ouais, Je trouve que ça bloque un peu quand même. ouais, mais ouais, ouais, ça bloque un petit peu. Mais moi, je m'embête pas à Par l'enlever. exemple, là, sur les semis de carottes, notamment, qu'il y ait deux ou est-ce que OK. Moi, je sais que sur carottes, c'est problématique, avec les 5 brouettes de compost, en surface, franchement, on peut arroser 1 heure et demie, des fois, ça ne fait rien, hein. C'est assez impressionnant. Donc du coup, je m'embête, en fait, il faudra arroser 3 heures ou 4 heures, quoi. Mais sur les autres, ouais, du coup, tu t'embêtes pas, tu laisses Non, les non, non. filets et Ouais, ouais, je laisse toujours les filets lorsque j'arrose. Ouais, ça me surprend, enfin, que tu arroses. Enfin, au bout d'un moment, l'eau, elle doit bien passer quand même. Ou alors elle ah, ruisselle dans tes passe-pieds. Ou... non, non, franchement, là, les planches, moi, j'ai 5 planches d'irrigation, elle est un peu short sur les côtés. Et vraiment, bon, c'est des semis de carottes avec 5 brouettes de compost. Ouais, La donc dernière fois, là, j'ai ouais. arrosé 1 heure et demie. Franchement, le sol était sec sous le compost, hein, avec le filet. Et du coup, j'ai vraiment dû réenlever le filet, j'ai réarrosé 1 heure et demie, et là, c'est passé, quoi. Mais, du Ok. coup, ça fait un peu Et de gestion, mais bon. ouais, ouais. Euh, ouais. Mais voilà. C'était pour avoir un retour, Ouais, si je faisais bien de m'embêter ou pas. j'ai eu la même Ouais. problématique et du coup, c'est vrai que le système d'aspersion intégrale envoie une grosse dose d'eau, des grosses gouttes qui font que ça passe un peu plus sous les filets. Ce que j'avais pas avant, ça envoie vraiment. Enfin, c'est un peu au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de battance avec le système d'irrigation intégrale parce que ça envoie quand Hmm. même des sacrés jets. Mais pour Ouais. le coup, sur les filets, Et là, c'est ça. sous serre, hein. Ok, d'accord. Donc c'est les asperceurs pendulaires. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah donc oui, donc ça arrose moins bien, je suis d'accord. Ouais, Ouais. elle doit être un peu Ok, non, mais déviée. ouais. Elle doit être un peu déviée. Elle doit glisser un peu sur les filets et aller dans les passe-pieds, j'imagine. Parce que l'eau Hmm. disparaît pas, quoi. Et bon, ok. Et ben, j'ai une dernière petite question sur les rilles, après, Ouais. c'est bon pour moi. Grosso modo, sur
Sur les aubergines, c'est que je regardais un peu comment ça s'appelle, les différents itinéraires là, et tu disais grosso modo que l'aubergine, tu arrivais souvent à rester à 15 mm jour de juin à septembre. J'ai vu cette donnée-là. Et je me demandais à quel point tu t'adaptais à l'ETP, parce que d'une semaine sur l'autre, parce que c'est pas très chaud, et quand par exemple l'ETP il est à 50, tu peux très vite monter à 30-40 minutes par jour pour respecter l'ETP. Enfin, sur les semaines très chaudes de l'année, quoi. Je me demandais Attends, à parce quel point que. tu. Ouais. Vas-y, pardon, finis ta question. Mais je suis pareil, en fait, j'arrose grosso modo, mes systèmes m'arrosent 10 mm/h. Donc quand tu as Oui. des ETP quand même costauds sur la semaine de 50 mm, par exemple, ça monte quand Ouais. même à 30-40 mm jour. À quel point vraiment tu réagis à l'ETP, ou quand tu vois que ça monte, en gros, qu'il faudrait mettre, je sais pas, 15 mm ou 22, ou est-ce que tu essaies de garder une moyenne et tu vois si de semaine en semaine ça s'adapte et tu refais un arrosage global pour équilibrer? Où chaque semaine, tu essayes vraiment de faire une semaine 15, après 18, après ça monte à 22, puis ça redescend à 17. Sur tes programmateurs, je parle. Ouais, je vois le truc. Moi, je trouve pas que ça change tant que ça. C'est clair que je regarde à la semaine. Hein. Je fais un point à la semaine de voir ce qui se passe. Et je fais le total de la semaine parce que déjà, si tu regardes le TP tous les jours, il change. Et clairement, on va pas s'amuser à changer son programmateur Oui, tous oui, les jours. oui. C'est pas Et Non, moi, je ouais, fais d'une semaine, semaine. semaine. Ouais, semaine. Et tu trouves que ça change beaucoup? Tu passes de 17 à 25 ou 40 à 50? Tu as beaucoup de différences comme ça, tu trouves? Bah, non, mais c'est que ça peut vite monter. Et après, en fait, moi, vu comme sont faits mes programmateurs, etc., je peux pas poser plus de 15 minutes si je veux pouvoir à l'extérieur tout programmer sous serre. Et en gros, je vais segmenter. Là, je commence à réfléchir à faire 2 irrigations par jour sur certains Oui, trucs. Tu vois, quand tu oui. me mets 15 mm, je trouve que ça fait petit parce qu'on monte très vite à 20-25 en cours de saison, quoi. Au bout d'un moment, il faut que ça arrose, quoi. Ouais, Et du coup, je- ça a enchaîné par la question suivante qui était si tu divisais en gros tes irrigations, si tu faisais ça le matin, ou si tu fais le matin, le soir, ou en milieu de journée, je trouve qu'il y a peu de documentation qui dit vraiment. Il y a souvent un truc de jardinage qui dit qu'il faut arriver à arroser le soir ou arroser le matin, mais bon, je ne suis pas convaincu ben, du il y fait. a plusieurs questions là. Dans ta question, il y a le volume. Euh, quand tu, enfin, déjà, moi, j'ai jamais des ETP de 10 ou 15 mm par jour. Hein, tu vois, tu vois, tu me parles. Non, c'est pas ce que je dis. Ouais, C'est pas ce que je dis. C'est que si tu as un ok. ETP de 50 mm, quand tu divises par 7 jours, tu tombes très vite en fait à 30-40 minutes de goutte à goutte. Oui, Parce ouais, que. mais ça, je vois pas le Ouais. problème. Oui, j'ai mes aubergines qui vont être arrosées en saison. Elles vont être arrosées tous les jours. Hein. Elles vont être arrosées tous les. Oui, moi aussi. Ouais, et ça te pose problème 30 minutes tous les jours? Parce que tu as pas le cycle qui est pas assez long, c'est ça? Tu as pas assez pour arroser tous tes légumes? Non, alors, ouais, bah, je me suis mal exprimé, c'est juste à quel point tu t'adaptais à l'ETP si tu montais sur des grosses données ou si tu t'es équilibré. Et après, quand ça montait sur des grosses quantités, Mmh mh. 30-40 mm, est-ce que tu préférais segmenter, parce que moi j'ai un sol sableux par exemple, et Oui. est-ce que tu préférais segmenter, faire 15-15 ou t'envoies 40 d'un coup Ouais, parce que toi, tu parles en minutes et c'est ça que j'avais pas bien compris. J'avais pas bien. Je pensais que tu parlais Ah oui, oui, en oui, bah oui, quand ouais, je. tu parlais en millimètres et c'est pour ça que je comprenais pas 15 et je trouvais ça énorme. Oui, tu parles de 15 minutes ou 15 minutes. Mais comme tu as dit, ça dépend du sol. S'il est sableux, c'est sûr que ça joue. Et on considère, il me semble qu'au-delà de 10-15 millimètres, mais on n'y est jamais, tu vois. Enfin, le sol, au bout d'un moment, il peut plus absorber. Donc, tu as une grosse partie qui ruisselle. Je sais pas, franchement, j'ai jamais fait l'essai de fractionner sur l'aubergine. Je sais que moi, la tomate, elle est fractionnée, tu vois, elle peut avoir 2 ou 3 arrosages par jour parce que des fois, j'ai vraiment mes sondes euh, qui, sont, euh, qui sont négatives et du coup, ça a besoin d'eau et là, je vais fractionner. Euh, mais ouais, je pense que en plus, sur le sol sableux, ouais, fractionne. Je veux dire, c'est toujours intéressant de fractionner. Tu auras moins de lessivage et tu auras sûrement moins de problématiques, sachant que quand même en goutte à goutte, on dit qu'il faut au minimum 15 minutes. Donc c'est là où le Ok, fractionnement aussi il est compliqué. Si tu dois arroser 20 minutes, bon, mais tu ne vas pas fractionner. C'est vrai que si tu dois arroser 1 heure, ben là, faire un fractionné de 2 fois 30 minutes, c'est intéressant.
Mais les techniciens irrigation, c'est ce qu'ils me conseillent. C'est 15 minutes minimum goutte à goutte pour vraiment que tu aies ton réseau qui monte en pression, etc. Parce que si tu fais tu peux pas faire du goutte à goutte 5 minutes, quoi. Ça fonctionne pas très bien, en fait. Enfin, Toute c'est pas conseillé. saison, tous légumes. Tout saison, tout légumes. Et c'est là Ok. où tu as intérêt d'avoir des gouttes à gouttes qui n'ont pas un trop fort débit ou mettre par exemple 3 ou 4 ou tu vois, imaginons 4 lignes de goutte à goutte. Il y a des fois des personnes qui mettent 4 lignes de goutte à goutte sur une planche. Sauf que 4 lignes de goutte à goutte, si tu arroses 20 minutes ou 30 minutes, c'est beaucoup d'eau. Ta planche, elle ne peut pas l'absorber. Et donc, tu te dis, bon, mais c'est pas grave, je mets que 5 minutes. Et en fait, 5 minutes de goutte à goutte, même avec 4 lignes, le temps que tous les goutteurs montent tous en pression comme il faut, ben, l'arrosage n'est pas top. Donc, tu peux Ah partir bah, de super base. intéressant. Ouais, tu peux te dire 15 minutes minimum au goutte à goutte. Donc, après, voilà, si tu as 30, tu fractionnes. Mais on va dire qu'en dessous Ah de ouais, ça me 30, parle. tu ne fractionnes pas. Il n'y a pas d'intérêt en dessous de 30 de fractionner, quoi. Ok. Bon, bah, ça répond globalement à mes questions. Et Merci. après, ouais, non, moi je surveille d'une semaine à l'autre, mais sans forcément bouger. Alors, par contre, j'ai un programmateur, c'est une option que je ne me sers pas trop, mais que je vais me servir parce que justement, je parlais avec un collègue. Moi, j'ai le Rainbird ESP Mi 3 là. Et je ne sais pas ce que tu as comme programmateur, mais nous, il y a une option où tu peux augmenter un pourcentage. Tu peux te dire, en fait, tu peux mettre 10, 15, 20% de plus à tous tes programmes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Par exemple, sur un pic ou une semaine pluvieuse, tu peux juste mettre moins 10% ou moins 20% et tu sais que tous tes arrosages, ils vont prendre moins 20% ou plus 20%. C'est juste un petit. Non, Un petit... non, j'ai pas ces options. Malheureusement, j'ai des programmateurs à pile parce que j'ai pas Ok, de réseau électrique. Et c'est ok. pour ça que j'ai cette complexité-là, parce que de la manière dont Ouais. fonctionnent ces programmateurs, c'est qu'ils peuvent pas envoyer 2 programmes en même temps. Et Et ouais. du coup, même quand tu as 4 pistes. Et du coup, ça fait qu'avec le nombre de jardins, le nombre de machins, et Oui. c'est pour ça que j'ai ce besoin de potentiellement fractionner, parce que sinon, si je veux que tout soit Mhm. programmé et tout s'enchaîne avec les débits d'eau, etc., et bah, du coup, ça bloque vite. Donc voilà, Ouais, c'était un peu pour ça que je posais ces questions-là. Mais je j'aimerais comprends. avoir ces options, notamment avec les sondes de pluie et tout, mais pour l'instant, j'en suis pas là. Mhm. Mais mon programmateur est aussi dans un système sectorisable, hein. Enfin, c'est secteur par secteur, donc je ne peux pas non plus envoyer 3 jardins en même temps. C'est toujours le jardin 1, puis le 2, puis le 3. Donc c'est vrai qu'il y a des journées où ça va commencer à 8 h du matin et ça va arroser jusqu'à 5 h du soir. Parce que, Ah OK, bah ouais, voilà, donc c'est plus handicapant que moi, du coup, parce que moi, vu que j'ai plein de boîtiers, bah, il y en a plein qui peuvent se déclencher, du coup, quoi, et en même ouais, temps. ouais. Moi, l'avantage, c'est que ça va pas, il n'y en a pas un ou l'autre qui vont se déclencher. Moi, ça m'arrange qu'ils ne se déclenchent pas en même temps parce que tout mon réseau est dimensionné comme ça. Ma Mmh. pompe, elle n'aurait pas la capacité d'arroser 3 jardins. Donc, c'est Moi, je quelque peux. chose qui. Voilà. Donc, si tu peux, ça, c'est quelque chose par contre, qui peut être intéressant euh, de mettre en Oui, donc place. tu as Mais pas trop c'est. le souci de l'heure de l'arrosage, du coup? Alors, l'heure de l'arrosage, non, j'ai pas trop le souci. Moi, j'aime bien arroser en journée. Juste pourquoi? Ben, déjà, pour surveiller. Enfin surveiller entre guillemets parce que sur 15 ans de Ouais, maraîchage, moi j'ai eu des vannes qui ont cassé, des sprinklers qui tournent pas. Enfin, je sais, ça va arriver à tout le monde, quoi, hein. Donc, si vous arrosez à des moments où vous n'êtes pas là, bon, ben, et si c'est tout le temps où vous n'êtes pas là, il y a peu de Je chances sais, que vous ça m'est voyez arrivé. la panne ou la problématique, alors que là, ben, sur une saison, sur une semaine, il y a un moment donné, vous allez y tomber dessus, quoi. Il y a ça, voilà. Bon, et puis après, non, moi j'aime bien que le feuillage sèche rapidement, donc je peux faire des arrosages en pleine journée, hein. Je vais jamais arroser le soir, justement avant que le soleil parte et que voilà, les feuilles soient mouillées toute la nuit, Mmh. surtout sur de la solanacée ou voilà, ou des curcumitacées, quoi. Donc plutôt, je préfère arroser, ouais, en étant sûr que ça sèche. OK. Bah, merci bien. Avec plaisir. Il y a d'autres personnes qui veulent prendre le relais au niveau des questions? Ouais, allô? Ouais, on t'entend. Salut. Salut, c'est Julien. Ok, salut. Ouais, j'ai une question moi sur les fraises. On a la tempête qui nous a embarqué le tunnel fraise Aïe. qui couvrait les planches. Donc on a fait des petits tunnels. On avait de la bâche pour faire des tunnels F1, donc on a fait des tunnels dentés quoi. Ouais. Je me demandais si ça avait un intérêt de les. On les a pas percés comme du tunnel F1.
Ok. on les ferme. Je sais que tu en as fait aussi à une époque comme ça. Oui. Je voulais savoir quand est-ce qu'il fallait les ouvrir, les fermer. Est-ce que c'est tous les jours? Comment on gère ça? Ouais, c'est quand même hyper chronophage d'ouvrir et fermer, mais dans les petits tunnels sans les trous, ça peut monter très, très vite. Hein, donc, dès que c'est Voilà. ensoleillé, il faut ouvrir. Mais du coup, est-ce que Ouais. ça aurait un intérêt ou est-ce que ça serait néfaste pour la fraise de faire des tunnels F1 avec les trous? Ou est-ce que ça serait intéressant? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai jamais fait de fraises sous les tunnels F1. Parce qu'il y a la question de la pollinisation, il me semble. Enfin, moi, je vois jamais rien polliniser les fraises, mais elles sont pollinisées par quelque chose, j'imagine. Oui. Ouais. Donc, En tout cas, à un moment donné, quand ça fleurit, il faut ouvrir. Hein. ouais, voilà, dans tous les cas. Dans tous les cas, il faudra ouvrir dès que ça fleurit. Après, la fraise, elle est sensible quand même à l'humidité, au botrytis. Avec les trous, tu as quand même de l'eau qui tombe dessus. Ouais. Et l'intérêt d'avoir un tunnel sans trou, ben, tu vas éviter justement les grosses pluies qui peuvent abîmer quand même quelques pieds de fraise voilà, ou avoir du botrytis sur des pieds. Quoi. Ouais, ok. Donc, autant laisser des tunnels sans trou classiques, quoi. Sur la fraise, moi, j'ai jamais vu de tunnel F1. Tu vois, tunnel F1, c'est ce qu'on fait nous un peu en bio-intensif, mais je pense peut-être que vous en avez vu, hein, des films 500 trous, des choses comme ça, mais c'est pas forcément des cultures qu'on voit souvent sous ce genre de. Ouais. Oui, non, ouais, c'est clair. Ou alors, tu fais des tunnels F1 de fraises, et puis au bout d'un moment, tu les enlèves lorsque tu commences à être en pollinisation et en récolte, en fait. Mais là, après, ça part sur du plein champ, quoi. Ouais. Ok, non, mais c'est ça, faut ouvrir et fermer tous les jours. Quasiment, ouais, quasiment. Ça marche. D'autres, ça va, la tempête, ça va pas, parce que tu es dans la région où ça a soufflé, même les inondations, c'était important là-bas. Ouais, carrément. Pas inondé, des collègues beaucoup plus touchés, donc nous ça va. Pas inondé, mais quand même trop d'eau, donc toutes les fraises ont pourri. L'ail, il est quasi tout foutu. Ok. Les oignons, tout ça, c'était vraiment sur une zone déjà un peu hydromorphe. Et puis, Ouais. donc là, ça a vraiment. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, Quand même. je me demandais si ça valait le coup du coup de faire. Alors moi, j'ai toujours fait que de l'ail d'automne, mais je sais qu'il y a un ail qu'on peut planter au printemps. Est-ce que quelqu'un connaît les créneaux ou est-ce que ça vaudrait le coup de le remplacer par ça? Ouais, il y a l'ail rose qui se fait souvent au printemps. Mais c'est vrai que c'est pas une culture que je fais au printemps parce que c'est un peu plus tardif, il me semble, du coup, au niveau des récoltes. Ouais, voilà, j'ai dit que ça va Et, être juste plus tard, mais bon. et puis, ça passe pas dans toutes les régions. Toi, tu es quand même dans une région ok. plutôt Lot-et-Garonne, ça doit passer, mais en Aveyron, par exemple, l'ail au printemps, tu n'as jamais de rendement. Enfin, tu as des meilleurs rendements généralement avec l'ail d'automne qu'avec l'ail de printemps. Ok. Après, il faut espérer que chaque année ne soit pas comme ça, parce que là, c'était quand même exceptionnel. Hein. Ouais, non, mais c'est. Ouais. Et là, Non, mais c'était vraiment on l'avait foutu sur la pire zone. Ben, nous, ça fait qu'un an qu'on est là et du coup, Oui. on connaît pas encore non plus trop le terrain. Et on se rend compte que c'est vraiment la zone où il faut pas mettre des trucs l'hiver, quoi. Mais après, moi, je suis quand même dans un sol aussi hydromorphe, mais je trouve qu'avec les années avec le nombre d'années que j'ai cultivé sur ce terrain, avec les planches surélevées, le fait de bien passer la charrue rotative, la charrue, pour bien sortir en bas, tu vois, pour que je suis pas sur un terrain plat, donc pour que l'eau s'évacue, ça a quand même vachement aidé, je trouve, les cultures. Ouais, bon après c'est une zone où il y aura le deuxième bitunnel, mais je pense que je ferai poser des drains autour quand même pour être sûr. Bah oui, bien sûr. Quitte à faire un truc comme ça, ouais. Ah oui, à le prévoir. Une autre question ou Moi, j'ai une petite question. Bonsoir. Bonsoir. Après, c'est pas forcément sur le terrain, c'est au niveau comptabilité. Je sais pas si on peut la poser ce soir. Si, on tente. Hein. Ouais. Par rapport à la facturation électronique, qu'est-ce qu'en tant que maraîcher, est-ce que tu connais ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un retour par rapport à ça? Est-ce que c'est obligatoire pour nous les maraîchers? Ouais. Ça, je sais pas. Je sais pas si c'est obligatoire. C'est pas encore obligatoire. Ouais, ça va le devenir. Alors c'est pas encore, mais est-ce que là, en fin d'année, ouais. Pardon, j'ai pas.
est-ce que là, s'y est pas obligatoire, mais apparemment en fin d'année, ça va l'être. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on va... ouais. Tu fais beaucoup de facturation? Parce que la Alors moi, facturation, ça touche pour si tu vends à des restaurants ou à des magasins. non, ça non. Mais Donc, là, tu vois, j'ai eu un collègue maraîcher là qui est passé tout à l'heure et ouais. il me disait qu'il va falloir, enfin, lui, il a entendu dire chaque ticket de vente, en gros, tu vas faire le marché, il allait falloir rentrer ça sur la facturation électronique. Non. Enfin, quelqu'un peut répondre hein, si vous avez la réponse, mais non, ça, Non, c'est autre c'est chose. pas le cas. On en a parlé en compta hier, Ouais. avant-hier, avec la FOG de ma région. Et déjà, on a jusqu'à 2027. Il y a plein de vendeurs de logiciels et compagnie qui essaient de nous presser pour nous dire que c'est bientôt. Mais nous, comme ça, les petites structures, on a c'est en 2027 que ça sera obligatoire. De toute façon, il n'y a rien qui est en place. Et même en 2027, ce sera peut-être probablement pas prêt. Mais tout ce qui est la caisse, ça va rester sur le cahier de caisse. Il n'y aura rien à rentrer. C'est vraiment que les factures quand on va à des restos, quand on va à des collègues. Oui, les collectivités, tout ça, quoi. Voilà. Et oui. Non, mais pas Donc, la on caisse. garde notre feuille de caisse journalière et pour tout ce qui est facture, oui, collective, ça, il faudra le rentrer sur... Ouais, parce c'est que ça. Coru... Ouais. C'est ça. Et en fait, même après, ça peut avoir un intérêt de rentrer la caisse et tout ça, parce qu'en fait, à terme, je pense qu'il y aura même plus de saisie. Enfin, je sais pas si ceux qui font leur propre compta ou pas, ou avec une asso, mais si c'est bien foutu, il y aura plus de saisie compta à faire, quoi. Après, il faut pas trop s'inquiéter parce qu'il y a quand même les logiciels. Je sais pas si tu utilises déjà des logiciels, mais il y a tout le monde qui s'y met un petit peu à devenir plateforme officielle. Donc, moi, je pense à Coupanda, je pense à Ouvre ta ferme. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, petit à petit, il y aura peut-être un de tes logiciels que tu utilises actuellement. Je sais pas ce que tu utilises. Hein. Non, moi, sur la vieille, avec mes feuilles. Voilà, mais et où la comptabilité, je sais pas comment tu fais ta comptabilité, mais bah on est au BA, donc c'est une simplifiée, compta simplifiée, quoi. Tous les trimestres, la TVA. Tu fais pas de comptabilité même avec un logiciel? Non, bah si, sur l'ordinateur, j'ai un tableau Excel, quoi. Ouais, ok. Oui, t'as rien en ligne, t'as pas. Okay. Non. Ouais. Mais du coup, comme il disait Julien, c'est peut-être pas pour tout de suite et ouais, c'est pas vraiment en place pour tout le monde. Après peut-être que si tu n'as absolument aucun logiciel, peut-être qu'il faudra passer à un logiciel de facturation en ligne ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, ça risque d'être ça. À terme, en tout cas, ça va être ça. C'est sûr que c'est pas obligatoire là de suite, mais ça va le devenir. Ok, ça marche. Pour info, Coupanda, on peut négocier d'avoir une année à moins 50%. Je l'ai fait, ça a marché. Voilà. Oui. N'hésitez pas. Et si vous avez SumUp, il y a une collaboration entre Coupanda et SumUp qui fait qu'on a des frais SumUp, les commissions sont moins importantes. Ouais. Ils prennent que 1,15% au lieu de 1,75%. C'est quand même assez important et ça rentabilise, je pense, selon les ventes. Hein. Ça peut rentabiliser même l'abonnement Coupanda. Si, excusez-moi. Juste pour compléter, c'est Christelle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, ça grésille un peu, mais on t'entend bien. Ok. Là, en fait, pour la facturation électronique, fin 2026, ce sera la réception des factures qu'on devra faire de manière dématérialisée via une plateforme. Et fin 2026, ce sera l'envoi de factures, l'émission de factures qui sera sur la plateforme. Et en 2027, on sera obligé de faire un e-reporting, comme ils appellent ça. Tous les mois, on devra indiquer nos ventes qu'on aura fait dans le mois, jour à jour, quoi, pour chaque jour. Je sais pas si c'est super clair. Donc en tout cas, la fin 2026, c'est de pouvoir recevoir les factures, et après on verra en 2027 quand tout ça sera prêt, quoi. Ah oui, donc c'est ça, donc c'est bien ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Enfin, ça sera pour fin 2027, il faudra bien rentrer toutes nos ventes sur. Il n'y a rien d'acté encore. C'est
c'est vraiment flou, comme disait Julien. Et Ok. En fait, moi, je t'encourage à te rapprocher de la FOG de ton département, qui sont vraiment calés là-dessus et qui peuvent, s'il y en a une d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas des AFOG dans tous les départements. C'est Et, FOG, c'est quoi? une C'est. association de comptabilité, en gros, qui FOG. accompagne, D'accord. qui accompagne les agriculteurs pour gérer leur compta et justement sortir de ce système d'avoir juste un tableau Excel et du coup de subir des décisions comme ça qu'on n'a pas choisies. Et du coup, la FOG nous conseille d'attendre, comme disait Julien, d'attendre, de ne pas prendre un logiciel de suite et d'attendre de voir à quelle sauce on va être mangé, quoi, en fait. Ok, merci. Une autre question? Qui c'est qui n'a pas intervenu Bon, okay. Ouais, vas-y. Dans le forum et sur laquelle je n'ai pas eu de réponse, c'est sur la température dans ma pépinière. Parce que là, entre les fortes températures qu'on a eues ces dernières semaines, ils peuvent monter à 35-40 degrés. Là, on arrive sur des températures négatives. Des fois, même dans la journée, on peut passer d'un extrême à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'automatiser des ouvertures, sachant que je n'ai pas d'ouverture par le toit? J'ai uniquement des portes de chaque côté de la pépinière qui fait 100 mètres carrés. Et je me suis posé aussi donc la question du filet d'ombrage. Je sais que toi, tu le mets de façon fixe. Est-ce que certains ont monté un système, je ne sais pas, sur des sortes de cordeaux glissières pour pouvoir, les jours où il fait beau, mettre l'ombrière et le jour où il fait moche, de pouvoir la retirer assez facilement? Je vais répondre à plusieurs de tes questions parce que c'est intéressant. Et après, je laisserai la parole. Mais déjà, fais attention quand tu parles de température, de savoir exactement. Parce que si tu mets juste un thermomètre dans ta serre, ça n'a aucune valeur. Les températures, normalement, pour prendre la température d'un lieu, c'est une boîte de 1 mètre carré, blanche, avec un thermomètre à l'intérieur, à 1,50 m du sol. Voilà. Donc, la notion de température, c'est pas juste mettre un thermomètre à un endroit, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Des fois, on voit des gens qui posent un thermomètre à un endroit et ils disent ouais, il a fait 40. Non, mais en fait, il ne fait pas forcément 40. Donc, au printemps, là, déjà, le thermomètre, je ne sais pas où tu le mets, il faut déjà le mettre complètement à l'ombre, sous les tables, par exemple, pour vraiment avoir la température. Et il y a un truc qui est très empirique, mais c'est un technicien qui me disait ça. Pour savoir si tes plantes, elles ont chaud, tu rentres dans ta serre et tu touches la feuille et tu sens si la feuille est fraîche ou si la feuille est chaude. Et si tu sens qu'elle est chaude, c'est que la plante, elle a chaud. Donc, il y a ça. Et tu ne peux pas t'amuser à ouvrir, fermer plusieurs fois par jour ta serre à plant, 100 mètres carrés. C'est vrai que ça chauffe vite, mais moi, je sais que même avec les journées ensoleillées en ce moment, je laisse juste une porte d'ouverte ou le côté pour aérer. Mais fais attention à comment tu prends ta température. Parce que si c'est ouvert, même en ce moment, ça ne monte pas à 40 degrés. En tout cas, même si c'est un ressenti, c'est pas ce qu'il y a. Et puis pour l'ombrière, là aussi, c'est jamais conseillé de mettre et d'enlever une ombrière. Parce qu'en fait, tu vas habituer des plantes à l'ombre ou au soleil et tu peux pas, en fait, c'est comme si, tous les jours ou toutes les semaines, tu leur changes un petit peu la luminosité. C'est pas forcément conseillé. Lorsqu'on met l'ombrière, c'est pour limiter la température. Je ne sais pas dans quelle région tu es, mais généralement, les ombrières, ça se place fin mai, juin, ou mi-mai pour les régions, ou début mai pour vraiment le sud de France. Et puis, on les enlève après en septembre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on enlève tous les jours, quoi. Ce n'est pas conseillé. Ok. Est-ce que ça répond un peu à tes questions Oui, non, déjà, le thermomètre, oui, je me doutais qu'il y avait quelque chose. J'ai essayé de le mettre à différents endroits, mais notamment à l'ombre, mais je mettais du coup plutôt dans un espace qui fait clairement pas 1 mètre carré. Maintenant, oui, je regarde au niveau des plantes, celles qui sont un peu plus avancées, elles souffrent pas trop, mais c'est vraiment les tout petits semis là qui viennent à peine de germer. Et des fois, en une demi-heure de temps, je me suis déjà fait avoir, tout a grillé, il a fallu refaire le semis. Alors, griller, c'est très bizarre. C'est pas le soleil ça a desséché, tu veux dire? Oui. Ça a desséché? Ouais.
Donc ça, c'est autre chose. C'est pas qu'elles ont eu trop chaud, c'est qu'elles ont eu Trop sec. soif. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un autre souci. C'est pas la même chose. Et ça dépend aussi de ton terreau. C'est important de faire attention à l'arrosage. Ça peut m'arriver d'arroser 2 fois par jour, hein, une pépinière, surtout quand ça lève ou sur des jeunes plants, s'il y a des journées très ensoleillées. Donc ça, c'est quand même... ouais, ça, c'est autre chose. Est-ce que tu utilises des terreaux professionnels qui gardent bien l'humidité? Oui, je prends c'est quoi? C'est le pot ground, Ok. voilà, classique. Classman ou FloraGuard. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est que les semis les plus avancés, je les mets sur les tables et du coup, les plus jeunes, je les mets en dessous. Comme ça, ils sont un peu plus à l'abri. Mais je sais que dessous, il fait aussi plus frais. Donc, c'est. Ouais, et puis, J'essaye de. Bon. ouais, et puis c'est surtout beaucoup de logistique qui n'est pas forcément Oui, mais de toute à long façon, terme. je manque de place. Donc, à un moment donné, je suis obligée d'en foutre en dessous aussi. Donc, D'accord. Mais enfin, le semis, de manière générale, dans une pépinière, il se fait plein soleil, sur table. Tu vois, ça, tu dois arriver à un moment donné à gérer ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des tables qui sont en plein soleil, avec des nappes chauffantes dessous. Tu fais quoi? Tu fais de la motte ou tu fais de la plaque alvéolée? plaque alvéolée. Elles sont pas trop petites, tes plaques alvéolées? Ben, certaines, je dirais si. Ouais, Maintenant, je fais avec ce que j'ai récupéré à droite à gauche, je ce comprends. que j'ai pu investir. Donc, oui, là, je suis en train d'essayer de voir pour éventuellement passer sur de la motte. Parce que Prochaine demande de ouais, prévention déjà prévue pour acheter ton matériel. d'accord. Mais, Mais je voulais pas en venir là, oui, oui, tant qu'à faire, on va mais placer le produit, il n'y a pas de souci. c'était c'était pas ça. Mais ouais, parce que je sais que moi, à une époque, enfin, quand on utilise des plaques alvéolées avec beaucoup de mottes, hein, type 240 mottes ou même voire plus, ou de la micro-motte, ben, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Euh, Donc sur plaque alvéolée, ça sèche, ça a tendance à plus sécher. Pense à bien les tasser aussi quand tu les remplis. Tu peux les remplir humides, les plaques alvéolées. Je sais pas si tu les remplis humides. Bah, en fait, je les remplis quand c'est sec. Ensuite, je vais arroser. Et ce que j'ai essayé, enfin, ce que j'ai testé, parce que je devais m'absenter à un moment donné et ça avait plutôt bien marché, c'est que en fait, j'ai les caisses de transport avec, dans lesquelles on Ouais, peut insérer les plaques, alvéolées et du coup, j'ai mis du terreau sous la plaque alvéolée dans la caisse de transport pour avoir une sorte de réserve ouais, et ça a mieux fonctionné. J'ai eu plus de réussite de ce côté-là. ouais. Mais parce qu'il y a plus de terreau, donc c'est important de bien tasser quand même Ouais. ces plaques alvéolées quand tu les remplis. Les mottes, c'est pareil. Plus tu auras de volume de terreau, ben, moins vite ça va sécher. Mmh. Donc tu as t'as moins de problématiques de plants qui sèchent. Ça, c'est clair que ouais, ça, c'est une règle. Et remplis-les humides, ouais, tu peux les tasser plus. Les plaques alvéolées, là, plus enfin, si tu les remplis avec du terreau un peu humide, tu peux les tasser ou prendre une autre plaque pour appuyer un petit peu dessus avant de semer. Ça va aussi aider un petit peu ce phénomène. Mais voilà, les plantes, à ce saison, elles grillent pas, quoi. Enfin, euh, le soleil ne brûle pas les plantes, en fait, hein. Si, à partir de 50 degrés, ça brûle, mais ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé encore en France, en fait. Donc, enfin, ou c'est 47 ou 48, mais ça, c'est, voilà, quand ils annoncent ça à la météo, mais ça, c'est des températures que eux ils prennent vraiment de façon fiable, mais c'est souvent un manque d'eau qui peut être la cause. Ok, merci. J'ai une petite question pour rester sur les semis, tant qu'on y est. Vous utilisez quel type de sable et où est-ce que vous l'achetez pour mettre par-dessus après les semis? Ouais. Moi, je prends du sable classique dans la coopérative bâtiment, là. Ok, parce que moi je trouve que du sable, genre sable amassonné, Oui, pour c'est le ça. tamise et tout. Ok, Ah, moi, je le d'accord. tamise pas, hein. Je prends du sable amassonné. Ok. Ouais, c'est le moins cher, c'est le plus. Ça, Ouais. oui, ouais, c'est sûr que c'est moins cher. Ah, parce que le producteur de planches chez qui je les prends, à chaque fois j'oublie de lui demander, mais ils ont du sable blanc qui est beaucoup plus uniforme et qui fait pas d'agglomérat, tu vois, qui fait pas une espèce de pâte par-dessus si t'en mets un peu trop et si t'as le malheur d'en mettre trop parce que
Après, tu as Voilà. plusieurs sables, hein, même dans les magasins, dans les vendeurs de matériaux. Tu as le sable de rivière ou tu as le sable concassé, quoi. Ouais, ok. Et tu as la J'irai voir de ce côté-là. granulométrie. Tu as la granulométrie aussi qui peut jouer 0,2, 0,4. Hein. Ouais. Mais c'est sûr que c'est le plus. Enfin, ouais, moi je fais avec ça. C'est le plus économe. Hein. Après, les gros producteurs de plants, je pense qu'ils ont des fournisseurs de vermiculite, de terreau, de sable. Et du coup, c'est des choses peut-être un peu plus professionnelles. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Est-ce que nous, on y a accès? C'est quoi les volumes et le prix, quoi? C'est toujours. Est-ce qu'on y a accès à ça? C'est pas toujours facile. Bah, du Ok, coup, je veux merci. bien- Eh bien, moi, je vous laisse. Donc, bonne fin de visio. À plus tard, Julien. Salut. Et j'attends le speed mode de chez Terratech, là. Ah. Il y a des petits problèmes d'appro, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Il y a trop de demandes. Ça va arriver. Ouais. C'est bien, c'est bien. Félicitations. Merci. J'ai une petite question du coup pour le sable. Ouais. Parce que moi j'avais acheté, je crois que j'utilisais la vermiculite, j'ai acheté, mais c'était très grossier, j'ai pas réussi à l'utiliser. Et du coup, bah, c'est cool d'apprendre que ça se fait comme ça, que c'est juste du sable amassonné. Et du coup, on le conserve comment? On évite qu'il prenne la pluie, on le met sous serre en sac pour éviter que ça soit gorgé d'eau. Et en gros, c'est Oui. le remplacement de la terre qu'on met sur le semis. Oui, On met c'est pas de terre. ça. Non, moi je mets pas de terreau par-dessus, je mets directement le sable et ouais, comme tu dis, il faut le garder au sec. Je me fais toujours une petite réserve. Alors moi j'ai un big bag à l'extérieur qui prend l'eau. Il y a une pauvre bâche par-dessus pour éviter qu'il y ait des graines ou des feuilles qui tombent dedans. Mais souvent je remplis plusieurs bacs que je mets dans la serre et là ça sèche et comme ça je me sers de ça et voilà, pour qu'il soit sec. Ouais. Et en graines enrobées, ça marche très bien. Parce que moi, je Pareil. m'embête, j'ai toujours eu. C'est justement cette histoire d'humidité avec les graines enrobées, je m'embête vraiment. Celle-là, c'est le seul truc que je ramène chez moi pour les faire germer, pour les ramener sur le terrain. C'est le D'accord. seul truc. Pour avoir du 100% de réussite, sinon un petit coup de vent, un petit coup de chaud, un petit coup de machin, et c'est toujours loupé, quoi. Ah Donc, ouais, non, non, moi j'ai des résultats, même avec les graines enrobées, des super résultats de levée. Après, la graine enrobée, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle soit de l'année. Une graine enfin, c'est-à-dire que la graine enrobée, la salade de l'an dernier, en graine enrobée, je la sème pas. oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'utilise pas de sable et pas de terre, et du coup, Ah ça oui, peut très vite sécher sous serre, très vite. Donc, du coup, en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est que je les mets chez moi ou dans ma cave, ça germe et je les ramène sur le terrain, et au moins, je sais que la motte, elle va d'accord. réussir pour pas avoir Ah à oui, oui, arroser oui. pour zéro, quoi. Ok. Donc, Ah oui, le oui, sable, quoi. tu mets rien par-dessus. Ouais, non, non, moi je mets toujours du sable ou du terreau. Ouais. Mais le sable, c'est quand même mieux. Ah, mais je C'est savais plus même pas simple. qu'on pouvait mettre du terreau dessus. Ouais, parce que tu pars de terre, mais sinon, sinon il y en a qui. Enfin, sinon, tu remets juste un peu de terreau, tout simplement. Ah, ok, ouais, parce que moi, je mettais les graines comme ça, et je fais du 100% chez moi pour le coup, Ouais. mais je savais même pas, je pensais qu'il fallait pas pour pas que l'argile se solidifie, enfin, ou une connerie dans le genre. Ah, pour les graines enrobées? Bah ouais, parce que il s'avère que si les mottes sèchent et qu'on réarrose, ça peut faire zéro, hein. Pour le coup, moi, ça fait zéro en tout cas. Ouais, ouais. Bah, moi, j'ai jamais eu ce souci-là. Quand la motte, elle perd l'humidité, c'est dur de rattraper le bordel au bout d'un moment. Oui, oui, mais après, ça, c'est encore. C'est si la motte perd l'humidité, qu'elle est complètement sèche, voilà, il y a eu une mauvaise gestion de la pépinière. Ah ouais, mais c'est souvent C'est qu'en fait, la motte, ça va durer allez, 2-3 jours, sauf que des fois, la oui, germination n'est pas assez rapide et ça joue à quelques heures. La motte, elle est sèche, on ne peut pas la réarroser. Parce que moi, après, je sais pas, l'argile, je commence à réagir, mais en tout cas, ça ne germe plus, quoi. Et du coup, chez moi, ça marche à tous les coups, mais ok. Mais ouais, moi, j'hésite pas à re-arroser ma botte au bout de 3 jours, enfin, ou même au bout de 2 jours, même si elle n'a pas germé. Hein. ah ouais? Ah bah, moi, Ouais, ça loupe. Ok. ouais. Oui, oui, surtout s'il fait chaud. Là, il a fait très chaud la semaine dernière. Ouais, ouais, j'ai des mottes qui n'avaient pas encore levé. J'ai repassé un coup d'eau par-dessus, rapido, pour être sûr qu'il y ait de l'humidité dans la motte. Ouais. Ah ouais, ouais, moi, je fais exprès de vraiment pas le faire parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai l'impression que je sais pas si l'argile, en gros, se ramollit, se redurcit ou je sais pas quoi, et ça germe pas, quoi. Bah, bon. Après, moi, Ok. j'ai toujours quelque chose sur ma graine enrobée. Elle est jamais comme ça à nu. Ça doit être Tu pour vois. ça. Moi, J'ai. j'ai appris, on mettait rien. Mais donc, Ok, je savais pas qu'on pouvait mettre des trucs. ok. Ouais, Ok, pour moi, je sais savoir. pas qui m'a appris, mais j'ai toujours mis quelque chose par-dessus moi. Ouais. Ok, ok. Très bien. Et par rapport à ça, pourquoi du sable et pas du terreau? Bah, le sable, ça évite un petit peu.
la ponte de la mouche des semis. Et parce que du coup, ça crée une barrière physique et la mouche des semis, elle n'aime pas du tout Voilà. ce matériau, alors que si tu as du terreau humide, mais c'est vraiment propice pour elle pour pondre. Donc vraiment de garder cette surface de sable, c'est mieux. Ok, merci. Et pour rebondir sur ça, on est d'accord que les mouches des terreaux, elles sont déjà présentes dans les terreaux qu'on achète. Parce que c'est dur de s'en débarrasser d'année en année, malgré le sable. On a quand même je trouve des éclosions d'année en année. Moi, j'utilise même des nématodes pour les tuer en pépinière. Et ça revient tout le temps, quoi. Ouais. Après, de là à dire que c'est dans les terreaux, je sais pas. Je suis pas sûr. Ok. Ça, c'est pas sûr du tout qu'elle soit déjà dans les terreaux. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien faire un vide pseudo-sanitaire. Hein, tu vois, de ma serre à plant l'hiver, elle est ouverte, au froid. Elle est même, vu que moi, j'ai pas de plan en grosso modo de septembre à mars, donc il y a quasiment 6 mois sans plan à l'intérieur, sans terreau humide. Donc, tu as quand même un moment où la serre elle devient très sèche. Et ça, c'est quand même pas mal. On la nettoie aussi au moins une fois par an pour pas avoir des zones avec des terreaux qui stagnent. Moi, je suis sur une dalle béton. Donc ça aussi, ça joue, tu vois, de pouvoir nettoyer et de ne pas avoir des coins, des recoins remplis de terreau où la mouche, elle peut venir pondre. Après, le sable, on est d'accord, ça ne suffit pas. Hein. C'est plusieurs éléments pour lutter contre la mouche. Moi, j'utilise le sable. Il y a les plaques engluées qui sont déjà en place. Hein. Plaques engluées jaunes qui sont positionnées au-dessus de mes semis. Hein. J'ai des arceaux par-dessus mes semis. Il y a les plaques engluées. Ouais. Et même avec ça, ça peut arriver qu'il y ait un traitement nécessaire une fois dans l'année si besoin, s'il y a un vol de mouche qui est trop important. Ok. Parce que c'est vrai que malgré le nettoyage, s'il y a encore nous, dans la serre, elle n'est jamais à vide, hein, parce qu'on fait de la pépinière arboricole aussi, donc elle n'est jamais à vide. Mais par contre, quand je vois que malgré le nettoyage sur une dalle béton, il y a encore des mouches qui volent, je me dis qu'on s'en sortira jamais, quoi. Ben, si tu as toujours des pots en terre, enfin si tu as toujours une pépinière arboricole, donc tu as toujours des larves dans tes pots. Ouais, mais on utilise les nématodes, donc normalement, Ouais. on est censé s'en débarrasser, mais bon. Voilà. Et ouais, moi, c'est pas tous les ans. Hein. C'est pas, tu vois, non, il y a des années où il n'y en a pas, quoi. Ou très peu, quoi. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que si on ne prend pas garde au premier vol, enfin, dès que ça commence, il faut réagir assez vite parce que je trouve que ça peut être quand même un gros souci, quoi. Savon noir est efficace. Hein. Oui, oui. Mais il y est dans les traitements de ta formation, il y a un traitement en mars de flipper. Ouais. Ça, ouais. Et ouais, c'est quand même efficace. J'ai une petite question à ce propos. Je vais peut-être pas être naïf, mais moi, j'avais pas. Ça vous fait quoi comme dégâts, la graine, la mouche, sur vos semis quand ça attaque? Ça peut être des plants qui meurent, ça peut être des plants chétifs, ça peut être des racines rongées même sur des gros légumes un petit peu melons, etc. Ça peut être assez impressionnant. Et ou des fois, tu as l'impression que c'est jaune, tu sais pas trop. Tu peux te dire, oh, c'est bizarre, ça lève pas bien. Tu as quelque chose qui est hétérogène. Mais c'est pas En les, fait, c'est pas les petits moucherons qu'on voit toujours. Enfin, moi, j'ai toujours souvent des petits si, moucherons. Si? c'est J'en eux. ai de longs, En moi, fait, ouais, ça m'a jamais posé. si tu passes la main sur tes semis et que tu vois voleter là, Ouais. ils sont vraiment en fleurs, ben, c'est la mouche. Et après sur du plan qui reste pas longtemps en mode, que tu repiques vite au champ, tu as moins de dégâts parce que tu as peut-être la mouche qui a pondu, mais après, la plante se retrouve dans le sol et du coup, son système racinaire devient grand. Et du coup, il n'y a pas ce problème-là. Mais si tu regardes tes mottes, si tu laisses des vieilles mottes, etc., si tu regardes vraiment bien, hein, elles sont toutes petites, c'est des micro-larves translucides, toutes petites dans la motte. Il faut vraiment observer pendant un petit moment et au bout d'un moment, tu vois que ça bouge en fait. Tu vois des choses qui bougent et c'est ça. Et elles mangent les racines. Pourtant, la mouche, elle fait rien, c'est la larve qui pose problème. Ouais. Ok. Ah ouais, parce que moi, du coup, c'est vrai que j'en ai souvent. Du coup, j'ai mis les pièges jaunes par acquis de conscience, mais j'ai jamais eu Ouais. de problème. Et en fait, je pense que j'en ai toujours vu, quoi. Mais je me suis dit, non, ça doit pas être ça. Ben, Pas de dégâts. ben,
Ouais, c'est ça, mais si tu mets des pièges et voilà, ça peut être plus ou moins fort suivant les cultures, quoi. Ok. En gros, plus la durée en pépinière est longue, plus il y a un risque. C'est ça. Nous, sur des arbres, on a déjà eu des racines entièrement mangées, quoi. On retirait simplement l'arbre avec juste son pivot, quoi. Ah oui. Ouais. Voilà. Ouais, ça mange les radicelles, quoi. Donc, il n'arrive pas à se développer, quoi. Ok. Après, ouais, il faut faire gaffe au terreau. Par exemple, moi, le terreau, il n'est pas stocké non plus dans la serre à plant. Ouais, il faut pas que ce soit à l'humidité. Mais ouais, moi, je suis toujours ouais, plaque à vue direct ouais, dès le début de la saison, quoi. J'attends pas de voir des mouches pour en mettre, quoi. Moi, ma théorie des sacs de terreau, c'est que j'avais laissé un sac de terreau du coup qui n'était pas dans la pépinière, qui était stocké vraiment dans un stock à part, que j'avais ouvert de façon tardive en novembre. Et ce Ouais. sac-là, en l'ouvrant, il y avait des larves Ok. dans le sac Waouh. qui est stocké à part. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé le coupable idéal, c'était le fournisseur de terreau, quoi. Et c'était quoi comme terreau? C'est du Floragar Ok. et c'est acheté chez Arteris. Ouais. Ouais. Mais c'est dur à dire ça parce que moi j'ai eu des années où on était plusieurs maraîchers à avoir le même terreau et bon, alors est-ce que c'était pas les mêmes lots? Il y en a qui en avaient, il y en a qui en avaient pas. C'était pas, je sais pas. Faut savoir que les terreaux, les sacs, il me semble qu'ils ont des micro trous aussi. Est-ce que les mouches peuvent pas pondre dans les sacs aussi? Ah, ben, c'est sûr et certain que si. Ouais. Parce que les trous, ils sont quand même assez gros pour les mouches. Ouais. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a une question, veut intervenir? Qui c'est qui n'a pas parlé? Ou ceux qui ont déjà parlé, hein. Moi, je veux bien me lancer, ouais, si Ouais. jamais personne ne veut y aller. Vas-y. Ok. Du coup, je vais parler des récoltes. On attend tous de faire des grosses récoltes avec impatience. Les caisses de récolte, donc tu détailles bien dans ta formation celles que tu utilises. Ouais. Par contre, tu parles jamais des caisses qui sont refermables, c'est-à-dire qui ont directement un couvercle dessus. Ça, tu n'en utilises pas du tout. Nous, on va dire, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui jurent que par la caisse refermable, un peu hermétique. Et du coup, quel est ton avis là-dessus? Ouais. Non, bah, j'ai un avis, mais comment ça s'est passé? Je pense qu'elles étaient sûrement moins chères, celles qui n'avaient pas le couvercle là. C'est souvent des caisses d'occasion que j'ai trouvées, des lots entiers. Donc ça, c'est un premier point. J'ai toujours eu une chambre froide, mais j'ai pas une chambre froide qui est si froide que ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux types de chambres froides. Il y a les chambres froides avec le système comme le mien, je crois que ça s'appelle, c'est des groupes qu'on met à cheval par-dessus, en fait, la chambre froide. J'ai l'impression que ça fait un froid, mais c'est pas hyper séchant. Et je trouve qu'il y a les systèmes split, où là, tu as une partie à l'extérieur du bâtiment et une partie à l'intérieur de ta chambre froide, avec deux gros ventilateurs qui sont hyper séchants. Et là, je trouve qu'il y a un intérêt peut-être à avoir des caisses fermées pour éviter le dessèchement des légumes, parce que c'est ça qui se pose, c'est ça le problème en fait dans les chambres froides, c'est le dessèchement des légumes. Et du coup, de fermer et d'avoir des caisses hermétiques évite le dessèchement. Je pense que je ne ressens pas le besoin de ces caisses fermées parce que j'ai pas beaucoup de dessèchement dans ma chambre froide. Voilà, ça vient de là. Il faut savoir que quand même la dernière caisse de ma pile de légumes, quand je la rentre, je mets toujours un couvercle. Enfin, un couvercle, c'est pas hermétique, hein, mais je mets on va dire, ouais, comme un couvercle. Une caisse en fait par-dessus qui est plus fine, mais voilà, qui est pas ajourée. Surtout sur mes légumes feuilles. Donc voilà, moi j'ai pas d'avis, je pense pas que ce soit, ça change pas grand-chose dans ton fonctionnement si elles sont avec ou sans couvercle. Voilà. Est-ce que tu mets une réserve d'eau dans la chambre froide? Non, non. Après, je rentre toujours mes légumes très mouillés. Moi, je lave tout, je mouille tout. Et tu vois, avec beaucoup d'eau, enfin voilà, je rends des choses mouillées, donc il y a toujours plein d'eau quand je fais mes récoltes.
Et puis, bon, ça reste des conservations quand même plutôt courtes qui vont être vendues dans la semaine. Voilà, certains un peu plus longs, mais c'est quand même assez court. Mais j'ai vu ça chez des maraîchers. On mettait des couvertures humides sur les légumes, etc., pour pas que ça se dessèche. Mais je me rappelle que quand on rentrait dans ces chambres froides, il y avait un froid intense, voilà, que ça soufflait beaucoup d'air, etc. Moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai pas ce froid. D'ailleurs, il faut vraiment plusieurs heures avant que mes légumes ils descendent vraiment en température. Ils vont pas être refroidis rapidement en 2 heures de temps, quoi. Il va falloir vraiment du temps. Et je pense que le truc qui vient de là, il y a vraiment 2 types de chambres froides. D'accord. Ça dépend de la chambre froide, ok. Je pense. Mais ça, c'est Et- du ressenti que je vois par rapport à des collègues. Et c'est pour quel type de légumes que ça te pose problème, la conservation? Enfin, il y a un légume qui te pose problème ou... Par exemple, moi, je sais que pour les racines, bon, je ne fais pas des énormes quantités, mais j'ai acheté des sacs plastiques qui sont de la taille de caisse à pommes. Et je mets tout le temps mes racines, bon, surtout sur la longue conservation, en récolte de novembre, ça peut durer super longtemps. Et on laisse avec de la terre et le sac plastique, il se ferme là. Et ça dure à l'infini, quoi. C'est vraiment. Non, nous, c'est enfin, plus sur tout ce qui est mesclin. ok. Tous les mesclins et tout ce qui est légumes feuilles. On voit vraiment la différence si on utilise des caisses qui sont hermétiques, enfin avec couvercle ou sans couvercle. Il y a vraiment un dessèchement et je pense que ça vient de la chambre froide. Ouais. Ouais. Ouais, Mais moi, après, là, j'ai un truc cavalier aussi et je mets ça, une pile de caisse. J'ai même que Sylvain, elle est grosse là. Et je mets un couvercle Ouais. par-dessus. C'est vrai que ça fait rien, quoi. Après, le mesclin, tu prends le légume le plus sensible, hein. Évidemment, le mesclin, c'est quand même sensible. Et tu vois, l'histoire de la poche plastique, c'est aussi quelque chose que j'ai vu ailleurs, ou même des vieux sacs de terreau, tu vois, sur la dernière pile, tu vois, pour vraiment faire un genre de couvercle pour garder l'humidité. Mais ouais, le mesclin, la roquette, ouais, c'est des choses qu'il faut faire gaffe au niveau humidité, évidemment. Ok, merci. Mais après, de là à partir sur des caisses fermées pour tous tes légumes, je suis pas sûr que ce soit utile. Ok. Je rebondis sur la question du stockage, justement, sur les légumes d'hiver. Est-ce que certains font des palox je sais pas, de carottes, de céleri rave ou autre, qui mettent dans la chambre froide et éventuellement, donc soit avec de la terre, soit avec du sable. Enfin, comment vous faites comme ça pour les gros volumes? Ça peut se faire de la même manière, hein. C'est un palox, tu récoltes avec de la terre, que ce soit tes carottes, tes betteraves, tu peux les récolter en novembre par exemple, ou même les céleris, et souvent tu as des grands sacs plastiques que tu peux mettre dedans, et ça se conserve comme ça. Enfin, moi en tout cas où je travaillais, ça faisait comme ça sur des gros volumes, et ça tient très bien. Il faut surtout laisser la terre et pas laver les légumes, c'est ça la chose qui est importante. Mais il faut bien préciser, il ne faut pas laver les légumes, mais il ne faut pas rajouter de la terre, parce que tu parlais, Edwige, de terre ou de sable, tu ne remets pas de la terre en plus ou du sable, hein. C'est juste tes légumes qui, ouais, ils ont leur terre naturelle quand tu le sors du champ. Oui, non, mais c'était pour savoir si, parce que là j'entends parler de plastique, est-ce que le fait que ce soit hermétique à l'air, il n'y a pas un risque de moisissure ou autre? Non, parce qu'il fait froid, c'est en chambre froide. Et c'est pas complètement hermétique, hein. Et ça va au bout d'un moment, bon, peut-être, hein, si tu récoltes en novembre et que tu as des carottes qui sont. Enfin, souvent, moi, les carottes, tu peux attendre 2-3 mois, mais ça peut durer longtemps en vrai. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, 4 mois et quelques 5 mois, bon, voilà, il commence. Mais parce que ta carotte fatigue, qu'il y avait une vieille mouche qui au début ne l'abîmait pas et que finalement ça l'abîme au fur et à mesure, ça contamine les autres. Enfin, et c'est long, quoi, hein. Ouais, tu peux faire comme ça, ouais, un palox avec des feuilles de plastique. Mais c'est pas une poche, enfin, je sais pas ce que toi tu utilises, Florian, mais moi, ce que j'ai vu, c'était pas une poche complètement fermée, c'était juste une feuille de plastique qu'on mettait au fond de la caisse et qui venait se replier par-dessus, quoi. Moi, j'ai acheté un truc industriel, je sais pas comment je me suis débrouillé pour Ok. le trouver, mais non, c'est vraiment un sac plastique, il n'est pas Toi, micro-perforé. Et je le il mets est, dans un. Non, il ouais, l'est pas. il est Non, pas il l'est pas. micro-perforé. Ok, Non, non, et franchement, je mets mes carottes, j'ai réussi à trouver un truc qui est de la taille de la caisse à pommes. Mes carottes rentrent ok, tous dedans et je fais pouf pouf et ça le ferme. Alors, je mets pas une agrafe non plus, hein, c'est pas hermétique, ouais, j'imagine. Mais toutes mes caisses sont comme ça quand je fais la longue conservation. ouais. Et pas fois que je les empile comme ça et ça dure longtemps. Ouais. Et je Mhm. sais pas si je pourrais faire sans, mais par acquis de conscience, je fais comme ça et ça se passe très bien. Ouais, bien sûr. Oui, des fois, il faut pas faire les essais. On n'a pas forcément envie de rater Ouais, quand ça marche comme quand ça. ça marche. Ben, c'est ça.
Moi, j'ai une petite question sur la première plantation de l'année. Je fais la même, semaine 2. Ouais. Pourquoi pas plus tôt? Est-ce que c'est une question de vacances? Parce qu'au final, souvent quand on plante semaine 2, fenouil, betterave, tout ça, ça peut arriver un peu en décalé et en fait, je me dis pourquoi je les aurais pas au premier marché aussi? Mais je me dis que c'est une histoire de calendrier, de praticité et peut-être de disponibilité sous serre, tout simplement. C'est pas que ça, c'est que plus tôt tu plantes, plus tu risques la montaison. OK. Parce que les jours, quand même, ils rallongent tout doucement à partir de janvier. D'ailleurs, j'ai plutôt des tendances à. Il vaut mieux. Tu as moins de risques à planter en semaine 4. Tu vois qu'en semaine. Mais je ne sais même pas combien de semaines dans l'année, 56, 58. Tu vois, si tu sèmes mi-décembre, enfin, si tu plantes mi-décembre, c'est beaucoup plus à risque OK. que semaine 4. Et ouais, c'est pas une question de vacances ou de calendrier ou de plan. Les producteurs, ils peuvent te le faire, hein, les pros là. Mais ouais. Et tu vas pas C'est vrai que gagner. Tu vas pas gagner. Enfin, il y a peu de chances que tu gagnes vraiment des semaines de récolte. donc toi, tu serais poussé à retarder parce que moi, j'avoue que je retarde, mais c'est pas ma faute. C'est mon pépiniériste qui se loupe à chaque fois, donc il livre à Ouais. chaque fois semaine 4 au lieu de semaine 2. Mais Ouais. Mais t'as pas beaucoup d'écart. Entre OK. semaine 2 et semaine 4, moi, souvent, je vais les chercher en semaine 2. Parfois, je mets 2 semaines à les planter, quoi. Donc, ça revient au même, quoi. Oh, ah bon, bah, ça arrive pas comme Ouais. c'est cool. Ouais. Donc, non, ouais, la semaine 2, 3, 4, c'est vraiment pas beaucoup d'heures de travail. Donc, non, des fois, les plans, ils traînent, mais ça bouge pas. Enfin, en janvier, il y a très, très, très peu de développement. Ouais, ouais. Donc, tu n'auras pas un gros changement au niveau des récoltes. Tu auras toujours ton fenouil plus tard que ta salade et ta betterave aussi. Ouais. OK. Oui, parce que moi, c'était par contrainte, mais c'est vrai que je voulais m'attacher justement à les avoir semaine 2 pour espérer avoir quelques 2-3 légumes en plus, là, que je viens de commencer là, cette semaine les marchés. Ouais. Mais du coup, et c'est peut-être Non. aussi un souci aussi pour les vacances. C'est-à-dire, moi, pareil, hein, je te dis, j'ai tout copié-collé. Ouais. Je prends mes vacances à cette semaine 6. Au moins, on est Oui. sûr que les plans, ils ont bien repris quand on part, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que quand tu as planté, tu as au moins 15 jours de recul, le truc il a bien pris, tu es plus tranquille, quoi. OK. Mais non, avant trop à risque, ouais, trop à risque, surtout la betterave, la blette, hein, ouais, trop à risque sur les montaisons. OK. Je rebondis sur le risque là. Est-ce que quand tu fais ta planification, tu prévois par exemple un petit stock de graines chez ton semencier ou des plants que si tu rates par exemple une série, tu rates ta première série, là par exemple c'est monté, tu l'as semé trop tôt, tu as une montaison. Est-ce que tu prévois quand même un petit stock de quelque chose que tu sais que tu pourras faire rapidement ou tu le fais pas parce que tu sais que tu le vendras pas? Non, je fais pas parce que de toute façon, ça va être souvent. Enfin, il faudrait regarder du cas par cas, mais par exemple, j'ai une montaison parce que j'avais planté un navet en semaine 3 et finalement, je m'aperçois que début mars ou fin avril ou début avril, il monte. De toute façon, c'est trop tard. Je ne vais pas pouvoir ressemer à cet endroit-là un navet parce que je sais que derrière, il y aura une autre culture et donc non. Après, c'est rare, hein. Franchement, à moins que tu aies des problèmes avec ton semencier, les montaisons en début de saison, là, quand tu plantes pardon, en semaine 2, 3, 4, normalement, il n'y a pas de montaison, hein. Si ton semencier a bien travaillé, il n'y a pas de Non, montaison. c'était pas le bon exemple, la montaison. On va dire une Ouais. germination terrible, un problème de semence avec une germination de 30%. Est-ce que tu C'est du refais cas par quelque cas. chose? Ouais, mais non, mais là, c'est du cas par cas. Ok. Tu vois, ça dépend c'est quoi comme légume, est-ce que j'ai le temps ou pas de le refaire. Oui, parce qu'en plus, surtout avec les petits légumes, le problème, c'est vu qu'on enchaîne les séries, une fois C'est que le ça. créneau il est loupé parce que ça va créer une surproduction dans la foulée, Mm. et après, en fait, tu crées des problèmes Ouais. qui auraient pu, en fait, Ok. juste, bah tant pis, hein. Ouais, il vaut mieux manquer qu'avoir une surproduction. Moi, je trouve que manquer du légume, c'est pas très grave. Mais jeter du légume, tu as dépensé de la graine, tu as dépensé du temps, tu as récolté, finalement, parce que finalement, tu n'en as pas besoin, c'est le pire. Donc, moi, les créneaux sont serrés. Donc, généralement, si un truc est raté, j'ai bien peur qu'il soit raté, quoi.
Ok. Ou alors quelque chose qui est raté, mais voilà, tu vois, par exemple, j'ai fait un semis de melon, une semaine après, je vois qu'il y a 10% qui sont sortis. Là, il y a un problème de semence. Oui, là, j'ai le temps de le refaire parce qu'on est vraiment en tout début de la saison et que dans mon créneau melon, ça va passer. Il y aura pas trop de problèmes. Mais comme il dit Florian, ouais, les petites séries, quand tu les enchaînes, de toute façon, s'il y en a une de ratée, elle est ratée. Tu peux pas. Ok. C'est l'autre qui va prendre le relais. Ok. Moi, j'ai d'autres questions, mais je ne sais pas qui va se lancer. S'il n'y a personne. Ouais, vas-y. Sur ton itinéraire technique de la Mizuna, tu as mis sur le semoir de la Mizuna. Nous, on fait que des choses un peu atypiques. Donc, la Mizuna, on en fait. Et c'est un des seuls semis où tu ne mets pas de feutre au JP1. C'est un des rares, on va dire. Il y en a d'autres. Mais ouais, c'est un des rares où tu ne mets pas de feutre. Est-ce que tu as vu vraiment une différence? Parce que nous, on l'a fait du coup avec et sans feutre. Ouais. Sur le JP1 et on n'a vu aucune différence. Ok. Je t'avoue que je ne sais plus si j'avais mis ça, c'est que j'avais dû trouver une différence dans mes essais. Après le Mizuna, il y a quand même plusieurs Mizuna différents, des fois les tailles de graines, etc. Mais j'avoue que le Mizuna, il ne doit pas y avoir une grosse différence entre les semis. Parce qu'on met quand même beaucoup de graines, donc bon, c'est comme la roquette. C'est pas comme le radis ou le navet, où là, par contre, si c'est pas bien semé du navet, du radis ou de la carotte, tu auras des problèmes de calibre, alors que c'est pas vrai avec le Mizuna ou la roquette finalement. Ok. Voilà, c'était juste ça. Je vais rebondir sur l'utilisation du semoir JP1 pour la profondeur du soc. Oui. Sur la carotte, tu préconises niveau 1 et sur le radibot, par exemple, niveau 2. Alors, juste pour être sûr que c'est dans le bon sens, ça veut dire que le radibot, il est semé moins profond que la carotte, c'est ça? Oui, alors c'est ça. C'est 0, 1, 2. Ouais, 0, c'est très profond. 1, c'est le premier trait. Et 2, c'est le soc qui est complètement relevé. C'est parce que le radibot, je le fais avec le soc éclateur. Hein. On parle bien de la même chose. Donc, oui, ok. C'est ça qui fait la différence, en fait. Ok. Voilà, je fais avec le soc éclateur. Et du coup, le soc éclateur, si tu le mets trop profond, après, il y a la terre qui passe dessus et tout. Et c'est le gros bazar. J'ai une petite question. 3 de bâche. J'ai investi dans des bâches d'1,50 m parce que je vois l'intérêt. Et du coup, là, c'est un moment de retrouver, donc c'est de ne pas se louper sur la taille du trou. Donc, j'avais une cloche 6 cm, une cloche 11,5. Et du coup, là, je me suis acheté la 8. Et du coup, je me demandais ce que toi, tu utilisais. J'ai l'impression que la 8, c'est la mieux pour... parce que 6, ça fait vraiment petit. Et j'ai peur qu'en gros, là, par exemple, sur les choux-raves, c'est parfait. Mais elle va pas être. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir la passer d'une culture à l'autre. Donc, ça un peu mieux. Je préférerais avoir des bâches qui puissent passer sur toutes les cultures. Et c'est notamment les oignons qui, j'ai l'impression, changent la donne. Et je me demandais si toi, tu avais un diamètre ou pas. Et si. Moi, j'ai l'impression que le 8, c'est le mieux pour genre 3-4 oignons, si ça passe. Moi, je faisais avant avec 12. Mais bon, le problème, c'est que 400 trous de 12 cm, il y a plus de trous que de bâches, quoi. Donc, oui. Moi, je préconise le trou le plus petit possible. Parce que plus le trou est gros, plus tu as de l'herbe. Ah, mais les oignons conservation, ça passe quand même. Les oignons, ils se poussent, quoi. Des fois, ils sont dessus, ils sont dessous. Ouais, moi, je mes trous, je sais pas comment ils font, mes trous. Ça dépend des bâches, quoi. Ils sont autour de 8, petit, mais hein. 6, c'est petit, ouais. 6, c'est presque la taille de ta motte, quoi. Ouais, oui, une motte de 4, c'est ça, c'est presque galère de la planter, quoi. Ouais, c'est ça. Et 8, c'est pas mal, mais après, 6, l'avantage, je te dis, tu auras des trucs nickel, quoi, où tu n'as absolument pas d'herbe. Parce que quand même un oignon, moi, je l'ai vu être envahi d'herbe par le trou, quoi. Moi, c'est le cas. Hein. Par exemple, le 11 mars, etc., enfin, avec du trou de 12. Et surtout qu'avant, moi, j'étais à 320 trous. Là, passer à 400, j'ai dit, putain, en fait, il n'y a plus de bâche, quoi. C'est criblé de trous, quoi.
En fait, et je vois pas quelle herbe serait gênée par la quantité de bâches. Ils vont trouver un espace tout le temps pour sortir. Ouais, c'est ça. T'as peut-être pas Ok, envie de faire l'essai, mais moi je partirais sur du trot de 6. Hein. Ok. Et Je puis, viens d'acheter la 8, mais bon, on est passe après. ouais. Mais le truc, c'est que si tu fais avec les oignons, parce que le truc, c'est que si tu fais un trou de 6, t'es toujours à temps de faire un tour de 8 l'année prochaine. non, mais c'est ma réflexion, mais bon, c'est tellement long Ouais. ça va au bout d'un moment. Surtout que j'avais déjà Ouais. des bâches avant, hein, je change tout pour passer à 1,50 m. Ouais. Donc, bon. Ouais, je comprends. Mais parce que je vois pas, parce que le chou rave, je vois que ça passe, tous les persil, basilic, ça va passer. Oui. Comment ça s'appelle, le joy, ça passe. Mais il y a les oignons en conservation, je me dis, bon, ça semble quand Mais même moi, rikiki, quoi. ouais, mais Mais, ils vont être plus ou moins soit dessus, soit dessous, quoi. ok. Moi, j'ai fait les oignons sur 6 Ouais, et tu ça penses passe que ça bien. pose pas problème. Ah, t'as une réponse là. Je sais pas qui a parlé, Oui, mais je veux bien écouter. Oui, non, c'est moi, je disais, j'ai fait les oignons sur 6. Moi, j'ai fait à la cycloche, j'ai que du 6. Et l'oignon de conservation, en fait, il est resté en dessous. Il n'y a que le feuillage qui est passé au-dessus et ça n'a pas posé de problème. Ok, et, genre 3 oignons, 3-4 oignons par trou, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je vais me moi lancer là où alors. j'ai eu des, Si. bah oui, si c'est bien. Moi là où j'ai eu des problèmes avec les trous petits, et d'ailleurs je ne mets plus de bâches, c'est sur le navet. Où là j'avais vraiment des navets qui se déformaient, mais là du coup les feuillages n'arrivaient pas à passer, du coup le navet il poussait par dessous. Enfin c'était un peu le bazar du repiquage, bon, ce qui est quand même à la marge, hein, du repiquage de navet au printemps par exemple en janvier ou février que je faisais sur bâche. J'ai arrêté de mettre la bâche à cause de ça. Euh, Parce que ouais, c'était pas concluant. Et même la betterave, j'aime pas trop non plus la faire sur bâche à cause de ça. Elle a, parce que la betterave, le problème, c'est que tu n'arraches pas tout. Donc si elle est dessous, tu peux pas la sortir. Tu vois là, par contre, la contrainte, c'est ça, c'est que tu devras obliger d'enlever ta bâche, mais généralement, c'est pas une contrainte pour l'oignon jaune pour pouvoir sortir ton oignon. Non, mais ça peut, je sais pas, ça peut poser des problèmes d'humidité, j'en sais rien, ou peut-être pas. Hein. Mais, et du coup, le navet, rien du tout. Du coup, C'est le ça? navet, tout ça, le navet, non, il est en semi-direct maintenant, donc rien du tout. Moi, j'ai eu un peu des difficultés. C'est pour ça, là, c'est la première fois que je l'ai planté et c'est magnifique, du coup. Ouais, Mais pour la betterave, pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Enfin, pour le coup, l'itinéraire est vraiment bien. C'est très vite, ça se recouvre. Et, enfin, oui, ouais. c'est très clean et les calibres sont beaux. Il n'y a pas de souci. Et c'est quoi un peu justement la densité? Enfin, je sais que j'ai pas l'itinéraire en tête, mais du navet, moi, je trouve ça super compliqué de semer la bonne densité de navet. C'est vraiment. Ça peut vraiment partir. Des fois, on fait des beaux semis, on a l'impression que c'est bien. En fait, ça monte. Enfin, il y a trop. Des fois, il n'y a vraiment pas assez. J'aurais vraiment pas trouvé l'équilibre. Ouais, c'est pas toujours simple le navet, je te l'accorde. Moi aujourd'hui, j'utilise que des graines calibrées pour le navet. Ça existe, ça, je sais pas. Ouais, et les résultats sont mieux, sont vraiment Ok, mieux. bah. Ouais, graines calibrées, bien mettre le feutre pour le coup. C'est écrit dans l'itinéraire, hein, de toute façon, sur la fiche des. Mais ouais, graines calibrées, le feutre, et déjà tu vas avoir une meilleure qualité de lever. Parce que le problème du navet, s'il est trop dense, t'as rien quoi. Hein, c'est pas beau Ah quoi. bah oui. C'est Ah bah ça monte, hein. ouais, ça Bah, moi, monte, ça se fait compétition. Alors, des fois, il faut attendre longtemps. Tu peux quand même éclaircir, mais éclaircir, tu n'as pas envie. Alors, quand tu commences à récolter dessus, bon, ça fait un peu de la place pour les autres, mais c'est pas l'idéal, quoi. non. C'est pas du tout l'idéal. Et est-ce qu'on peut pas envisager, alors je crois que c'est comme le céleri rave, c'est-à-dire le démarrer avec la bâche et ensuite enlever la bâche quand le feuillage commence à être suffisamment intéressant. Alors, là, tu parles pour du repiquage de navet, mais bon, le repiquage de navet, c'est quand même, d'après moi, à garder en marge si tu veux vraiment faire des plantations très tôt sous serre au printemps. Mais sinon, de manière générale, le navet, c'est quand même vachement mieux en semi-direct. C'est beaucoup plus rapide, plus Oui, simple, là j'étais moins sur de. le navet primeur Ouais. là que j'ai en ce moment sous la serre. Oui, pourquoi pas. Tu risques d'abîmer le feuillage quand même, le navet. Le problème, c'est qu'il est quand même, il va pas être très enraciné. Tu risques, quand tu vas lever ta bâche, de lever tes navets. Hein. Et de toute façon, au printemps, en janvier ou février, même si tu fais du navet sans bâche, il n'y a pas de problème. Ou un coup de binage, tu vois, il y a très peu d'herbe quand même à cette saison, quoi. Alors que c'est différent pour le céleri qui va être planté en juin
ou en mai plutôt, et tu vas avoir vraiment une longue période où avec beaucoup de pression au niveau de l'herbe, etc. Pour le navet, voilà, même si tu veux le repiquer, enfin moi je vois pas le pro, tu peux le faire sans bâche, quoi. Le navet, le désherbage, c'est pendant les vacances, hein, donc, du printemps. Ouais, enfin février, tu veux dire? Ouais, bah, je trouve que quand on part, on arrive en mars, il a déjà tout recouvert, il est déjà monstrueux, quoi. Ouais. Ça va vite. Mais bon, c'est un détail, hein, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres Et- questions Ouais, vas-y Bon, Emmanuel, si tu veux. je venais juste, j'arrive à la bourre, je viens juste écouter ce que vous dites pour le plaisir, mais j'ai pas de vrai problème en ce moment. Ok, très bien. Tout va bien. C'est Merci. bon, c'est bien de venir quand tout va bien aussi. Je sais pas les autres, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Encore des questions, mais Ben, vas-y, hein, je t'en prie, on a Ouais. encore du temps. c'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc, je suis passé, pour rester dans le thème des bâches tissées, je suis passé en 1,50 m aussi. Ouais, On a tout repercé. Ouais. Donc, c'est toujours une partie de plaisir de tout renouveau percer. Et en clair. fait, c'est posé la question, j'avais pas la notion dans la formation. Donc, on sait combien on doit mettre d'agrafes, donc tous les 2 pas. Mais Oui. par contre, l'agrafe, à combien on la met du bord de la bâche tissée? Parce que le but, c'est qu'une fois qu'elle est mise en place, bon, sur les 4 trous, ça se pose pas comme question parce qu'on met directement dans les trous. Oui. Mais sur les autres, par exemple sur une 2 trous, à quelle distance on la met du bord de la bâche pour pas perforer celle qui est en dessous. Et ça, Ouais. c'était une notion que je n'avais pas, et du coup, je l'ai calculé, ça fait 35 cm, quoi. Ok. Mais c'est une notion qu'il n'y avait pas dans la formation, et que du coup, j'ai mis du temps à chercher, si ça peut aider d'autres. Ouais, c'est vrai que les agrafes, moi j'aime bien les mettre. J'ai pas la notion de la distance, tu vois, j'ai pas mesuré. Mais c'est vrai que j'agrave jamais 2 bâches une sur l'autre. Ouais. Ouais, c'est plutôt sur les côtés de la planche que je mets mes agrafes. Mais voilà, ok. Parce que si on les met par exemple à 30 cm, si on se trompe, ben, il y a un risque Ouais. de percer celle d'à côté, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faut les mettre quand même assez resserrés sur la planche. Ouais, voilà. C'est ça. Mais voilà. Parce que tu dis 30 cm, mais à partir d'où? Du centre? Non, 35 cm du bord. Ah, Donc, du bord extérieur. Ouais, du bord extérieur, ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Mais parce que ça nous arrive des fois d'en poser du coup sans une autre à côté, donc Ouais. toute seule, et qu'elle soit rejointe après par une autre. Et du coup, si on Oui. fait pas ça, ben, on se retrouve à les percer entre elles, quoi. Si on les pose un peu Ouais. au pif, quoi. Ouais, il faut vraiment les agrafes, les mettre plutôt sur le bord de la planche, comme ça, tu es sûr ça. vraiment que. Ouais. C'est ça. que t'as C'est pas même de- dans la planche. La plupart du temps, c'est dans la planche. Oui, c'est ça. C'est plutôt dans la planche, quoi. Ouais. Un peu là, comme pour tes bâches 4 trous, finalement, presque. Hein. C'était un ça, peu voilà. sur le bord, quoi. Et au moins, là, Mhm. tu sais que tu n'as pas de risque Mais voilà, c'était une de notion trouver l'autre par-dessus. qu'il y avait pas dans la formation, et que j'ai cherché longtemps, quoi, parce que je voulais pas faire de conneries, parce qu'une fois qu'on met un trou d'agrafe, ben, il est fait, Ouais. quoi. Ben ouais, et c'est vrai que ça paraît. Alors toi, tu es conscient de ça paraît anecdotique, mais c'est vrai que c'est bien de repercer à chaque fois au même endroit et tout, parce que sinon on fait des Ouais. trous partout et C'est ça. après ça fait vraiment plein d'herbes qui passent par ces trous-là. On n'a pas l'impression, mais c'est énorme Et alors voilà. après. Et juste, je laisse la parole après, mais pareil pour les Non, pas de souci. micro-asperceurs, c'était noté dans la formation tous les 1,50 m, de mettre une buse bleue, là. Ouais, ça dépend des micro-asperceurs, ouais. C'est ça, mais non, moi j'ai pris les mêmes, là, de chez Netafim, là, les SR, la buse bleue. Ouais. Et en fait, du coup, quand j'ai monté mes lignes de micro-asperceurs tous les 1,50 m, en fait, ce que j'avais pas pris en compte, c'est que le premier, si Il on est à part zéro. du début de la planche, et voilà, le premier, il faut pas partir à 1,50 m, parce que du coup, Et non. voilà, le premier, mais ça c'était pas Ouais. marqué. Du coup, c'est marqué tous les 1,50 m, et du coup, moi, je suis allé avec ma perceuse, et j'ai percé un trou tous les 1,50 m sur le tuyau des micro-asperceurs, et en fait, ça marche pas, quoi. Et non, pour de toute façon, que ce soit la micro-aspersion ou l'aspersion, il y a toujours du recoupement. C'est ça. Et tu as toujours un à 0. Et tu en as même un à 20. Si tu es à 20 mètres, tu en as un à 20 mètres aussi, quoi. Ok. Le Parce que dernier, en fait, tu as toujours le premier à 0 de ta planche et le dernier à 0 à la fin de planche, en fait. Si tu veux avoir quelque chose de uniforme au max, de meilleure uniformité. Donc à 0, tu mets un micro-asperceur. Ouais, au tout début. Et du coup, il arrose une partie de rien, quoi. Ouais, c'est ça.
Ok. Si tu veux avoir un truc, sinon, parce que tu vois, et chacun ils font un cercle, donc tu as toujours un demi-cercle avec un autre demi-cercle. C'est ça, ouais. Mais du Si- coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis le premier, je l'ai mis à 1 mètre. Ouais, bah c'est. Ouais. Mais Non, mais si tu j'avais voulais être un truc. Si moi, tu veux j'avais vraiment une calculé que ça uniformité, faisait c'est. ça, ouais. Ouais. Mais la règle, généralement, c'est ça. C'est 0, 1m50, 1m50, c'est jusqu'au. Enfin, voilà, tu pars toujours du début de D'accord. planche À jusqu'au 0, fond. on en met un, ok. Mais ça, Ouais. j'avais pas cette notion-là Mm. dans la formation, ouais. Ok. Ok. Voilà. Et, je laisse parler quelqu'un d'autre. Non, j'ai une dernière question. Ouais, vas-y. Je sais pas, c'est bon? Personne ne veut Ouais, parler? vas-y, je t'en prie. Ouais. Ok. C'est par rapport au lithophère. Donc, ton ancien disciple Clotaire Ah oui. répand la parole du lithophère dans tout l'Aveyron. Et du coup, c'est quelque chose qui nous botte bien, le lithophère, notamment dans les mélanges préventifs pour les maladies fongiques. Ouais. Donc, j'ai vu que tu utilises un mix préventif général pour, Ouais. pour la plupart des trucs. Et en fait, j'aurais aimé savoir si aujourd'hui, quelqu'un, peut-être dans le groupe, ou même toi, si tu as un avis sur ça qui est quelque chose qui est assez nouveau et à la fois qui peut être ancien pour certaines personnes, peut-être qui le connaissent. Et voilà, Ouais. ton avis là-dessus. Non, moi, j'ai pas d'avis. Ouais, moi, ça fait très longtemps que je connais le lithophère. J'en avais utilisé il y a 10 ans, plus. Non, j'ai pas d'avis. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'apporter quelque chose en préventif, des micronutriments. Après, il faut prendre le truc le plus simple et le plus qui te parle le plus, en fait, tu vois, tout simplement. Euh, je sais pas s'il y en a un truc qui est mieux que l'autre. J'ai pas fait. Je suis pas centre d'expérimentation, donc c'est des choses que j'expérimente pas en tout cas. D'accord. Et notamment sur les maladies fongiques, c'est vrai que le fait de la promesse de pouvoir inoculer en foliaire, du coup, avec l'atomiseur notamment, toutes les feuilles, et du coup, de pouvoir se prémunir de traitements fongiques, la promesse est belle, quoi. C'est ça. Donc Là, voilà. mais ouais. Après, les promesses sont belles, quoi. Après, est-ce que tout fonctionne tout le temps? Si T'as le pas passé le pas lithophère, encore, t'as pas voilà, passé le ou pas de le alors, tester. ouais, c'est. Mais ouais, Ok. comme je dis, moi, je suis pas trop centre d'expérimentation. Je teste pas beaucoup Ok. de choses. C'est vrai que j'ai mes protocoles qui sont déjà pas mal en place. Après, Ok. je crois pas trop non plus aux produits miracles, tu vois. Enfin, je Mhm. pense que c'est très bien le lithophère, mais de là à dire que tu inhibes toutes les maladies fongiques et que tu n'as plus de problème de maladies fongiques sur l'ensemble de tes légumes avec du lithophère, bon, ça me paraît fou. Peut-être c'est vrai, mais ça me paraît quand même assez incroyable. En tout cas, l'année, moi, que je l'ai utilisé, alors s'il faut, je ne l'avais pas bien utilisé, je ne l'avais pas bien fait, je ne sais plus trop, tu vois. Mhm. Je me rappelle pas avoir. Enfin, j'ai quand même eu cette année-là des problèmes de maladies fongiques. Alors, peut-être que l'essai n'était pas concluant, qu'il faut faire ça mieux. Enfin, Ok. voilà. Je suis pas un expert en lithophère en tout cas. Ok. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que nous, on aimerait essayer, parce que la promesse est belle, quoi. Et surtout Ouais, que quelque chose qu'on peut produire, nous, naturellement, dans notre ferme, et sortir un peu de cette dépendance aux produits phyto aussi. ouais, Voilà. ouais, ça c'est encore autre chose, c'est encore une autre démarche. Ouais. Est-ce que Voilà. quelqu'un veut intervenir là-dessus? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est comment? Non, personne? Oui, moi je veux bien. Une Ah, dernière petite question. oui. Sur les asperceurs, tu utilises des sprinklers. Et c'est quoi la différence avec le Meganet? Alors, asperceur, sprinkler, c'est la même chose. Hein. Toi, tu veux plus Oui, dire c'est les un outil. asperceurs abattants, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport au Meganet, la différence, c'est que déjà, ils sont sectorisables. C'est-à-dire que je peux choisir un secteur de 90 degrés, 180 degrés ou 360. Ça m'évite d'arroser 6 ou 8 mètres dans mes autres jardins. Parce que le problème des Meganet, comme on disait tout à l'heure avec la micro-aspersion, tu dois mettre c'est tous les 8 mètres, c'est un très grand maillage. Enfin, ça dépend des Meganet quand même. Mais du coup, souvent, ça empiète énormément sur les parties extérieures des jardins. Et
Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas envie. Le méganet, c'est des très bons arrosages, hein, niveau uniformité de l'eau. Mais des fois, sur les petits jardins, quand tu n'as pas trop de longueur ou pas trop de largeur, c'est pas toujours idéal à mettre en place. Parce qu'après, il existe des espèces de petits réflecteurs qui permettent de limiter l'arrosage au-delà de ces réflecteurs-là, on va dire. Et du coup, voilà, c'était ma question, s'il y en avait un qui était mieux que l'autre en termes de répartition de l'eau ou autre. Non, en fait, c'est en fonction aussi de ton organisation du jardin. C'est sur 20 mètres, ça c'est pas toujours idéal le méganet, mais ça dépend comment est organisé ton jardin. Après, méganet, c'est un mot quand même, c'est juste un mot parce que des méganets, il en existe quand même pas mal de sortes. Et il faut regarder le maillage que tu aurais besoin en fonction de ta largeur de jardin et ta longueur de jardin. Ok, super, merci. C'est vraiment ça qu'il faut regarder à chaque fois quand on parle d'irrigation. Il faut toujours repartir de ok, mais moi, mes planches, elles font combien de long, combien de large, et c'est quoi mon débit, c'est quoi ma pression. Donc ça demande quand même une petite étude d'irrigation avant de dire le méganet c'est mieux que le sprinkler. Tu vois, c'est juste deux choses qui sont différentes. C'est pas moins bien ou mieux l'autre. Ouais. Et du coup, pour ça, l'idéal, c'est de se faire, j'imagine, accompagner par un technicien. Oui. Et toi, tu vas où pour chercher tout ton matos J'ai pas à nulle part, je vais à nulle part. Parce que j'ai tout acheté depuis longtemps et j'ai toujours tout fait comme ça. Parce que j'avais pas dans mon coin, j'avais pas de technicien, mais je sais pas dans quelle région t'es. Dans le Lot. Dans le Lot, tu peux aller vers dans le Lot déjà il y a un peu plus de maraîchage. Ou vers Montauban, où il y a. Ouais, c'est ça. Vers Montauban, ouais, t'as Gris-Garonne, je crois. Où là, t'as des vrais techniciens maraîchers, parce que le problème, c'est qu'il faut pas aller chez des vendeurs d'irrigation qui connaissent que l'élevage ou que la vigne, tu vois. C'est notre métier qu'on fait, quoi. Donc, il faut plutôt aller vers Montauban dans ton cas. Ok, super, merci. Du coup, pour les asperceurs, on est d'accord que malgré le fait qu'ils soient sectorisables, il y a quand même de l'eau avec le déflecteur qui s'en va un peu à côté. C'est-à-dire que j'ai installé vraiment la même marque de sprinkler, là. Et quand on fait un angle de 90, une fois qu'il arrive en butée, il envoie quand même un peu d'eau à droite. On est d'accord? Ouais, voilà. C'est pas parfait, quoi. Ouais. Non, mais voilà, parce que c'est normal, alors. C'est bon. C'est pas mais il n'envoie pas à 10 mètres des deux côtés, quoi. C'est ça qui est l'avantage. Non, voilà, c'est ça, voilà. Il envoie un petit peu. Ouais. Mais bon, c'est de l'agriculture, hein. Il y a quand même, il faut avoir un peu de. Ouais. C'est pas au millimètre. C'est pas de l'ingénierie. Ouais, dommage. Après, on peut faire de l'agriculture à niveau ingénieur, mais alors là, du coup, c'est des grandes serres hors sol. Voilà, c'est ce qu'on faisait nous en BTS, hein, où là, vraiment, tout est calculé au millimètre. Ça existe aussi en maraîchage, mais c'est un autre modèle. Je me demandais si c'était pas mon sprinkler qui partait juste en live, quoi. Non, c'est ça. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Bravo d'avoir tenu jusque-là. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses. En tout cas, moi, à chaque fois, ça me nourrit et j'apprends vraiment beaucoup de tout ce partage avec les autres maraîchers. Donc, si toi aussi, tu veux poser des questions, tu peux le faire direct sur le forum lecercle.lesjardinslavalette.com ou assister à une vidéo aussi en direct tous les mois. C'est possible. Donc, si tu veux être au courant de la prochaine, tu peux t'inscrire donc à YouTube pour recevoir la notification et les notifications pour la prochaine vidéo, c'est sur le cercle. Sinon, à très bientôt, bon maraîchage, bon jardinage, ciao.